Salut à tous et bienvenue pour ce 209e numéro d'Enjeu Capital. C'est la croix et la bannière pour se connecter. On est vraiment désolé, à une demi-heure de retard. On est vraiment désolé, les amis. Je vous explique tout, hein. On devait avoir un journaliste franco-israélien avec nous depuis Tel Aviv. Et en fait, la connexion n'a pas pu se faire. Et c'est pour ça qu'on a pris du retard, parce qu'on voulait absolument qu'il soit avec nous, qu'il connaît très bien cette équipe d'Haïfa. Donc, Raphaël Hassine, c'était notre invité. Et il y a eu un gros bug. Voilà, un gros bug. On a tout fait pour qu'il soit avec nous. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Donc, c'est pour ça qu'on démarre ce live en retard. Je suis vraiment désolé. On lit vos commentaires. Vous nous avez bien fait marrer quand même. Ça, c'est sûr. On a passé au moins un moment à se marrer en vous lisant. Mais on est vraiment désolé. Voilà. De toute façon, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Et en plus, il y a une surprise puisque Nicolas ne devait pas être là et puis finalement, il est là avec son super beau maillot du PSG. Je me demande bien où il l'a eu d'ailleurs. Donc, je vais présenter mes deux camarades du jour. Faut-il encore les présenter? Tout d'abord, Nicolas Puravo. Salut Nico, comment ça va? Salut Mousse, salut Yacine, salut tout le monde. Bah écoute, ça va bien. Ça fait déjà 1 heure qu'on est en live, nous, donc c'est sympa. Et juste petite précision, est-ce qu'on parle donc du match de Coupe d'Europe d'hier ou est-ce qu'on parle de PSG 3? Je ne sais plus quel match on débriefe du coup. Alors, c'est bien PSG Maccabi Haïfa, mon cher Nico. Okay. Ne t'inquiète pas. Et puis, mon deuxième camarade du jour, hein, l'indispensable coach Yacine Amned. Salut Yass. Salut à tous. Comment ça va? Bah, très bien. Toujours après une victoire 7-2, normal. Ouais, et puis surtout le contenu, parce que 7-2, bon voilà, il y a tout eu, donc c'est très bien. Mais je vais saluer tous ceux qui sont sur le live. Je vois, il y a So, il y a Yass 2698, Samzou, Jazair, Crocadile, Redil Sauvage, un habitué, Amine Boubou, Torion, Glouton PSG. Voilà, merci à tous d'être là. Et puis, comme la dernière fois, hein, on lira évidemment vos commentaires. Allez, on commence, messieurs, parce qu'on a pris beaucoup de retard. Tout d'abord, on va faire un petit votre avis général sur la rencontre qu'il y a eu hier au Parc des Princes à 21h. Donc, c'était l'opposition entre le Paris Saint-Germain et le Maccabi Haïfa. Victoire 7-2 pour le PSG. Ça nous rappelle des souvenirs, monsieur, hein, le match face à Rosenborg en 2000. Toujours en Ligue des Champions, bon, même si la suite n'était pas terrible, mais en tout cas très joli score. On a vu des super beaux buts, on a vu un match plutôt agréable. Nicolas, ton premier ressenti sur ce match et cette victoire 7-2. Alors, il y a eu un doublé d'Mbappé, doublé de Messi, un but de Neymar. Il y a eu un CSC d'un joueur israélien, je ne me rappelle plus lequel, et un but de Carlos Soler pour 2 buts de Sek, le Sénégalais du Maccabi. Alors, Nico, cette rencontre? Bah écoute, c'était plutôt une bonne soirée. On a vu du beau football, des jolis buts. Je vous avais dit lundi soir qu'il ne fallait pas vous inquiéter et qu'un match comme ça, c'était fait pour prendre une rouste. De ce point de vue-là, nos amis du Maccabi ont été au rendez-vous. Voilà, on n'attendait pas moins d'eux. Ça a été une bonne petite fessée. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que le PSG, en plus de la victoire, a conforté cette place de leader du groupe, avec maintenant une différence de but très largement favorable à celle de Benfica. Et je pense qu'une simple victoire à Turin la semaine prochaine devrait suffire à assurer la première place. Donc, tout va bien, belle soirée, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur tout ce qui s'est passé à côté, évidemment. Oui, on va revenir sur ce qui s'est passé en tribune et l'aberration Ticket Place. On en parlera à la fin du podcast. Voilà, ça c'est juste un scandale. Yacine, toi, tu étais accrédité hier au Parc des Princes pour Paris United. Faut dire qu'on l'a déjà dit, mais c'est vrai que la tribune presse a une belle vue d'ensemble. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du match? J'imagine quand même que tu es satisfait. On t'a vu avec un petit sourire. Normalement, il y aura beaucoup de positifs. Il y a toujours un peu de négatifs. Mais bon, là, il y aura pas mal de positifs, Yass. Ouais, alors déjà, je réponds aux premiers commentaires qui ont dit Yacine sait sourire. Évidemment que je sais sourire. Mais profitez bien parce qu'à la fin, quand on va parler de Ticket Place, il n'y aura plus de sourire. Après, je pense que tout le monde sera d'accord avec toi, Yacine. Donc, ouais, je pense aussi. Non, mais écoute, hier, moi, ce que j'ai aimé, c'est en fait ce que je réclame, sans être personne, mais ce que je réclame tout au long des podcasts, c'est le respect du jeu. Et je crois que le but de Neymar, c'est le symbole de ce que moi, en fait, j'ai envie de voir du PSG. C'est-à-dire des joueurs qui jouent ensemble, qui jouent les uns pour les autres, qui se déplacent pour libérer des espaces aux partenaires. Et puis, si ce n'est pas lui qui marque, eh ben, c'est le partenaire, mais c'est l'équipe, en tout cas. Voilà, il y a eu beaucoup de bonnes choses. Alors, le petit point négatif, c'est le début de deuxième mi-temps, mais on commence à avoir l'habitude.
Mais voilà, globalement, on a quand même vu du jeu, on a vu des actions construites, on a vu du jeu sur les côtés. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont avancé. Et je ne vais pas faire partie de ceux qui vont dire que c'est que Haïfa. Parce que même si c'est effectivement que Haïfa, ils ne prennent pas 7 buts à chaque fois qu'ils font la Ligue des Champions. Et dans cette poule, ils n'ont pas pris 7 buts depuis le début de la saison. Donc c'est pas que Haïfa. Non, c'est pas que Haïfa. D'ailleurs, excuse-moi, Mousse, toi, c'est marrant ce que tu dis, Yacine, parce que quand tu lisais les commentaires lundi et même mardi, c'était bonne équipe de Maccabi Haïfa, des joueurs techniques, des joueurs qui ont posé des problèmes à Benfica, des joueurs qui ont battu la Juve, des joueurs qui avaient posé des problèmes au PSG, un pressing haut, un entraîneur intéressant. Et puis, depuis 23 heures hier, c'était un faire-valoir, c'est une équipe qui ne vaut rien, c'est des tocards. Ils ont battu la Juve par miracle et Benfica va les croquer. Donc voilà, c'est assez habituel et je suis assez d'accord avec toi, Yacine, sur ce coup-là. Même si ce n'est que le Maccabi Haïfa, ce n'est pas des victoires qu'il faut rabaisser. Quand le Bayern en met 7 ou 8 à des Autrichiens, quand City met une grosse torgnole à des Belges ou à des Suisses, personne explique que l'adversaire est faible, mais au contraire, on loue le côté très affamé de l'équipe, de l'adversaire. Et donc, voilà, le PSG hier avait faim de marquer des buts. Et pour une fois que ça arrive, il ne faut pas bouder son plaisir, je trouve. Tu as tout à fait raison enfin, tous les deux, hein, vous avez tout à fait raison de souligner, d'autant plus qu'on a toujours répété qu'il n'y a pas de grands ou petits adversaires et qu'il fallait toujours jouer de la même manière, c'est-à-dire essayer d'en coller le plus possible et d'être concentré de la première à la 90e minute, même si c'est vrai que le début de deuxième mi-temps est pas terrible. Bon, après, ils se sont vite rattrapés et on peut même parler des 10 premières minutes de la première mi-temps, mais on va rentrer en détail dans ce match. Je vous rappelle d'abord la composition, messieurs. Donc, dans les buts, c'était Donnarumma. Galtier a reconduit sa défense à 4 avec le retour de Ramos associé à Marquinhos. Donc, à gauche, on avait Bernat, à droite, Hakimi. Ensuite, on avait le milieu à 3 avec dans le rôle de la sentinelle. C'est la première fois pour lui. Hein, c'est Renato Sanchez. On reviendra aussi sur son match. Accompagné devant en relayeur droit notre ami Fabian Ruiz et puis Vitinha à gauche. Et puis le trio magique, hein, Neymar, Mbappé et Léo Messi. Il y avait une première question pour toi, Yacine. Alors, je ne sais plus qui l'avait dit, je vais essayer de retrouver son nom. Voilà, question pour coach Yacine, c'est Toanand 75 PSG. Sommes-nous meilleurs avec seulement 2 des 3 fantastiques sur le terrain? Ah non, je pensais qu'il parlait de la défense à 3, mais ça on en parlera après, mon ami. J'avais pas bien lu la question. Parce qu'on s'était interrogé, Yacine, hein, sur cette défense à 4 et avec qui allait être associé Marquinhos. Donc c'était bien Ramos. Donc moi j'avais bien vu sur la composition, contrairement à celle de Nico qui était complètement farfelue. Je à le redire évidemment. Il avait tenté un coup. Enfin, Mousse, il avait donné les noms, mais il avait tout faux dans l'organisation, parce que Renato, il ne l'avait pas mis en sentinelle. Hein. Ouais, tu chipotes, c'est du détail. C'est du détail. Yacine, alors, cette charnière centrale Marquinhos-Ramos, la première fois qu'ils sont associés dans une défense à 4, c'était un peu mieux, hein, et notamment pour Ramos, Yacine. Alors, oui, ils sont mieux à 4, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a plus de repères. Et il y a un milieu à 3 aussi qui te permet d'avoir un autre positionnement. Et ça, c'est important. Après, il y a le positionnement des deux. Alors, il y a 2 choses. Il y a Marquinhos qui a joué à gauche et Ramos à droite. Dans l'absolu, on peut penser que Marquinhos est mieux à droite et que Ramos est mieux à gauche. Mais je pense aussi que comme Marquinhos avait joué à gauche avec Mukiele, en fait, les coachs, ils ont aussi ces petites manies, on va dire, de ne pas trop toucher aux repères. Ça veut dire que Marquinhos ayant joué à gauche, il avait déjà un match de repère de ce côté-là avec Bernat, ou même 2. Et donc, du coup, au lieu de tout changer, c'est-à-dire recréer une association Ramos-Bernat, Marquinhos, Hakimi dans ce système, etc., le coach, en fait, il essaie de toucher le moins possible. Donc, il a laissé Marquinhos, Bernat et Hakimi à leur poste. Et finalement, c'est Ramos qui se retrouve à droite. Après, tout ça, c'est discutable, mais c'est la réflexion des coachs. On en parlera d'ailleurs. C'est aussi un autre lien avec le milieu de terrain sur la façon de ne pas trop toucher en fait, à tout ce qui… Pas trop faire de changements quand il te manque un joueur. Yacine, il y a justement une question de Yass, 2698, on va appeler Yass. Marquis axe gauche, Ramos axe droit. Comment tu l'expliques, Yacine? Ah voilà. On a perdu Mousse là. Ouais, mais moi je suis là. C'est ce que j'expliquais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a
Marquinhos, qui a déjà joué axe gauche les premiers matchs, enfin les premiers changements de la défense à 4, puisque Ramos était suspendu. En fait, c'est pour éviter de toucher à trop de choses en même temps et de recréer des associations. Donc, ça permet à l'équipe de rester avec ses repères et de juste ajouter le joueur supplémentaire. Voilà. Pour revenir donc sur la défense à 4, moi, j'ai trouvé que c'était mieux. Malgré tout, j'ai revu plusieurs situations quand j'ai revu le match hier soir. Et en fait, le truc, c'est que je continue de dire que Marquinhos avec Ramos, il a des réflexes très, très bizarres parce qu'il ne défend pas tout le temps en avançant. Il est dans la couverture et il ne fait même pas remonter le bloc systématiquement. On a l'impression qu'il a tellement peur d'être pris dans le dos qu'il se dit bon, ben, il faut que je pense à couvrir Ramos, etc. Et vraiment, je veux pas dire que j'ai raison là-dessus. Hein. Ce n'est pas le but du truc, c'est pas de dire ça. Vraiment, j'ai revu des situations bien précises hier et Marquinhos n'ose pas y aller comme s'il se disait si je suis éliminé, la gestion de la profondeur par Ramos, c'est pas la même que Mukele. Parce que Mukele va plus vite aujourd'hui. Après, voilà, est-ce que c'est une question aussi de réglage? C'est leur premier. Finalement, Marquinhos Ramos, c'est leur premier match à 4. Oui, c'est ça. C'est la première fois qu'ils sont alignés à 4. Voilà, donc, bon, je sais pas. Je sais pas, mais vraiment, je pense que il y a quand même. Je trouve Marquinhos moins bien avec Ramos. Même si globalement, la défense a été, je trouve, plus intéressante que quand ils ont joué à 3. Avant de donner la parole à Nico, tu réagiras toi aussi sur cette défense à 4 et l'association Marquinhos-Ramos. On salue Toanan qui nous regarde depuis Melbourne. Il est 2h40 en Australie. Donc, merci camarade. Hein, tu es vraiment vaillant. En tout cas, on te salue. Nico, sur la charnière Marquis-Ramos et sur leur première dans une défense à 4, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ils n'avaient pas joué ensemble déjà l'an dernier sur la fin de saison? Si, l'année dernière, oui. Ouais, mais là, je te parle de passer d'une défense à 3 à une défense à 4. Avec les critiques qu'il y avait eu sur Marquinhos, sur les deux. Justement, ils avaient joué avec Ramos à gauche. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. Écoute, moi j'ai trouvé. Alors, on va. Avec un Marquinhos, encore une fois, qui est pas au niveau de ce qu'il est capable de faire. Je trouve encore, il y a du mieux par rapport à ce qu'on a vu en début de saison, mais je trouve qu'on est encore loin du grand Marquinhos, notamment dans les duels où il se fait encore beaucoup bouger, je trouve. Après, au niveau des placements, des couvertures, c'est des joueurs quand même intelligents. Marquinhos, il a la vitesse pour lui, Ramos, l'intelligence, parce que on voit bien que il est souvent un peu juste au niveau course, mais voilà, il a le sens du placement et de l'anticipation qui lui permettent de rattraper quand même la majorité des coups. Donc, je trouve que c'est intéressant et le débat après de savoir un petit peu ce qui va arriver, comment est-ce que le PSG va jouer si on maintient cette défense à 4. Je pense que Galtier et les joueurs sont bon. Kimpembe, on sait qu'il jouera axe gauche, évidemment, la plupart du temps. Je ne le vois pas aller axe droit, mais tu as quand même des joueurs assez polyvalents, parce que même Mukele, il est capable de jouer côté gauche, il y a besoin. Donc, tu as 4 joueurs, il va falloir faire tourner, sachant que Mukele peut aussi être considéré comme une doublure d'Hakimi à droite. Donc, ça va être plus une gestion d'hommes qu'autre chose, parce que le système à 4, je vous le disais lundi, j'ai l'impression que plus ça va aller, plus il va donner des garanties, et plus c'est un système qui va s'imposer de lui-même. Il va juste falloir maintenant gérer intelligemment les temps de jeu, les suspensions, les blessures. C'est sûr que si les 4 sont tous opérationnels toute la saison, ça va être compliqué pour Galtier. Maintenant, entre la Coupe du Monde et le calendrier, je pense qu'il va quand même y avoir de la place pour tous. La vraie question, c'est est-ce que le PSG a besoin d'acheter dans ce contexte-là un 4e défenseur central cet hiver? Je ne sais pas si c'est toujours dans les priorités du club, mais moi j'ai aimé la défense hier, même au-delà de la charnière, j'ai aimé aussi ce que j'ai vu sur les côtés, on en parlera. Voilà, cette défense à 4, elle correspond quand même beaucoup plus sur les qualités actuelles de l'effectif. Et je l'ai dit lundi, je le redis, c'est paradoxal parce que avec les 2 pistons qu'on a, Nuno Mendes et Hakimi, c'est vrai que la défense à 3, elle semble s'imposer. Mais le souci, c'est que la défense à 3, elle fonctionne si tout va dans ce sens-là et que tu ne peux pas juste faire une défense à 3 parce que tu as 2 bons pistons. Il te faut aussi des milieux qui correspondent à ça. Il te faut un attaquant de surface que tu n'as pas aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, le système A4, il donne plus de garanties. Puis surtout, il donne
j'ai l'impression, plus de plaisir aux joueurs, plus de repères, plus de facilité. Donc aujourd'hui, Galtier a eu l'intelligence de changer. Je ne le vois pas repasser dans l'immédiat à 3, je n'en vois pas l'intérêt en tout cas. Monsieur, il y a Bancol qui nous dit la charnière n'est-elle pas trop passive? Marquis et Ramos se regardent trop lorsqu'il faut intervenir, vous ne trouvez pas? Mais en fait, moi je redis, c'est pas trop passif parce qu'on les a quand même vus avancer. On a vu Ramos mettre un tacle un peu appuyé sur l'attaquant de Haïfa. Moi je pense pas. Je pense vraiment qu'il y a cette gestion de la profondeur qui pose problème. Et vraiment, je regardais encore des séquences et je pense que Marquinhos a un problème il a peur de cette gestion de la profondeur. Je ne vais pas faire le parallèle parce que ce serait presque trop simple, mais on retrouve des réflexes de Thiago Silva parfois, dans les moments qui étaient compliqués. Donc, il y a cette gestion de dire il faut que je recule tout de suite pour couvrir. Je sais pas. Moi, je trouve qu'avec Mukele, il l'a moins fait, mais le problème, c'est que ce match avec Mukele, il a eu lieu contre Ajaccio. Parce qu'il est significatif. Voilà, il faudra voir avec l'adversité. Mais voilà. Après, pour terminer sur la rotation, ce que disait Nico, c'est intéressant parce qu'en plus, rappelez-vous qu'il y a eu une saison, alors je crois que c'est 2000. J'hésite entre 2018, 2019 et 2019-2020, mais il y a Silva, Kimpembe et Marquinhos. Et en fait, ils jouent pratiquement une charnière chaque match. Kimpembe avec Silva, Kimpembe avec Marquinhos. Après, c'est Marquinhos-Silva. Et je crois que c'était Tuchel qui faisait beaucoup tourner. Genre, en gros, j'avais 3 défenseurs. Et ils jouaient 2 matchs sur 3 chacun. Voilà, et ça tournait. Ça peut être une gestion pour le futur, surtout après la Coupe du Monde. Ça va être aussi le cas, Yacine, au tout début de l'RQSI avec Thiago Silva, c'était Sako et j'ai oublié son nom. Et Alex. Alex, voilà, pardon. Ouais. C'est vrai que ça avait pas mal tourné, c'était tout au début des années 2000. Pour continuer sur la défense, on va revenir sur les 2 buts encaissés du PSG, dont le premier, Yacine, alors c'était pas vraiment un centre, mais tu en avais parlé, mais c'était un coup franc qui était excentré. Bon là, c'est un peu différent, c'est vrai, mais selon toi, parce qu'on voit que Marquinhos est un peu en retard, et il y a aussi Bernat dans le coup, il me semble. Selon toi, c'est qui le fautif? Parce que là, alors même si Seck, il est très costaud, hein, je crois que je ne sais plus si c'est le milieu de terrain ou le défenseur sénégalais. Selon toi, le fautif, c'est qui sur le but encaissé? En fait, c'est pas du politiquement correct, c'est tout le monde. C'est tout le monde parce qu'en fait, tout le monde dort. Ils sont en train de se placer et justement, le joueur d'Haïfa qui frappe là, Zili, je crois, il voit que tout le monde est en train de dormir. Lui, l'arbitre, il le laisse jouer et il frappe. Et en plus, Donnarumma, il pense qu'il peut y aller, il s'arrête en plein milieu. Alors que souvent, on explique aux gardiens que une fois que tu as décidé d'y aller, il faut y aller. Tu ne peux pas t'arrêter en cours de route. Je pense que c'est tout le monde est coupable. La défense qui dort, Donnarumma qui ne sort pas bien. Voilà. Et c'est le moment où il y a 3-0. Je pense qu'il y a un moment de déconcentration et qu'ils ne font pas trop attention. D'ailleurs, pour aller un tout petit peu plus loin, en général, sur ce genre de coups francs, qui sont dans les 30 derniers mètres, on va dire, il y a toujours un joueur du PSG, en général, puisqu'on parle du PSG, qui vient se mettre pas loin du ballon pour éviter que ça joue vite. Ouais. Et là, personne. Tout le monde tourne le dos au jeu, en train de se placer tranquille, il y a 3-0. On est en claquette et personne ne regarde. Voilà, donc c'est une erreur de tout le monde pour moi. Et peut-être aller un peu plus le joueur côté droit, on va dire, ou Hakimi, ou peut-être Vitinha, ou Ruiz. Non, Ruiz, parce que Ruiz, sur les coups de parité, va dans l'axe, mais donc Vitinha, qui ne sont pas venus empêcher le coup franc d'être joué rapidement. Mais pour moi, sur cette action, tout le monde est coupable. Nico, sur le premier but d'Haïfa, donc sur ce que disait Yacine, tu es plutôt d'accord toi aussi? Tout le monde est un peu coupable? Ouais, un peu, mais après, tu peux même rajouter l'arbitre, parce que le mec qui marque, il devrait même plus être sur le terrain. Donc, toi, il y a plein de responsabilités. Ah, tu reparles de la faute qu'il a fait sur Mbappé. Hein. Ouais, bon, après, c'est juste pour vous embêter un peu, mais ouais, c'est un joueur qui déjà, il marque 2 buts, alors qu'il aurait dû quitter le terrain au bout d'une demi-heure, mais bon. Moi, je trouve que le principal responsable sur ce but, ça reste quand même Donnarumma, qui doit déjà, alors sa sortie, elle est pas belle. C'est à lui justement c'est lui qui est face au jeu, c'est lui qui voit le ballon, c'est lui qui doit être attentif au fait que l'adversaire va jouer potentiellement rapidement ce coup franc. C'est lui qui doit réveiller un peu sa défense, qui regarde un petit peu partout sauf le ballon. Donc s'il faut désigner une personne, pour moi c'est lui.
Après, c'est vrai, comme le dit Yacine, ils sont tous quand même impliqués parce qu'il y a une vraie décontraction sur ce but-là. Ils sont tous en train de siffloter, ça discute. C'est absolument pas concerné, ils sont surpris. Et voilà, c'est sûr qu'à ce niveau-là, tu peux pas te permettre ce genre d'attitude. Après, je trouve que c'est assez anecdotique, même si c'est des coups francs qu'on voit souvent. Mais par exemple, je trouve que le but qu'on prend face au Benfica là-bas, il est plus inquiétant parce que c'est dans le jeu, que c'est vraiment des placements coupables, un manque d'agressivité. Là, c'est vraiment, voilà, tu viens de marquer un 3e but, tu n'es pas concentré sur un coup de pied arrêté, tu te fais prendre parce que ça joue un peu trop vite. Voilà. Je trouve que c'est un but malgré tout qui m'inquiète pas en tout cas par rapport au niveau de la défense. Là, c'est vraiment un problème de concentration. Moi, il m'inquiète parce qu'en fait, c'est pas le premier. Contre la Juve, tu prends un but sur coup de pied arrêté. Hier, tu en prends 2. Et souvent, sur les situations, alors il n'y a pas tout le temps but, mais on n'arrive pas à bien défendre sur le coup de pied arrêté. D'ailleurs, on n'est même plus dangereux offensivement non plus sur les coups de pied arrêtés. Je parle coup de pied arrêté, corner, coup franc excentré, pas les coups francs directs, Neymar ou Messi, mais voilà. Et je comprends ce que dit Nico sur le côté anecdotique par rapport au contexte du match et à ce moment-là du match. Maintenant, il n'est pas si anecdotique si on regarde un peu tout ce qui se passe depuis le début de saison et le comportement du PSG sur les coups de pied arrêtés. Oui, c'est pour ça. Excuse-moi. Vas-y, Nico, vas-y. Anecdotique dans le sens par rapport au deuxième. Le deuxième, par exemple, il ne l'est pas. Parce que le deuxième, c'est un corner, tout le monde est en place, tout le monde est sur le ballon. Et là, il y a une multitude d'erreurs dues à de la concentration, à de l'agressivité. Le deuxième but m'inquiète beaucoup plus. Le premier, je trouve qu'il n'y a même pas d'erreur dans le jeu en lui-même, dans le sens où le PSG ne défend même pas, en fait. Voilà ce que je veux dire, quoi. C'est pas du mauvais placement, c'est pas une mauvaise, enfin, à part Donnarumma qui se trouve, mais les autres, ils regardent pas. Le coup franc à jouer, il n'y a personne qui est en train de regarder. Donc, toi, tu peux pas dire Bernat est mal placé, Ramos personnel. Il n'y a personne qui le joue, en fait, ce coup franc. Ils sont tous en train de dormir. Donc, c'est pour ça que je le dis que ce premier but, dans l'analyse, il m'inquiète moins parce que c'est juste à dire, bah voilà, tu peux pas dormir comme ça sur un coup de pied arrêté. Tu dois regarder le ballon, être concentré et c'est pas compliqué de rectifier ça. Le deuxième, il est plus inquiétant, je trouve. Il y a Elju qui nous dit, 0710, qui nous dit gros déficit de qualité dans le jeu aérien, dans la défense parisienne. Combien on en a pris cette saison dans la même configuration? Ensuite, il y a Malik qui nous dit Juve corner, Benfica centre, hier 2 têtes. Ça aussi, on l'avait déjà souligné dans les podcasts précédents. Un mot sur Donnarumma, parce qu'il y a des commentaires qui l'ont un peu accablé, d'autres qui le défendent et qui mettent plus la responsabilité sur effectivement les défenseurs et les milieux. Donnarumma, est-ce qu'il peut faire quelque chose notamment sur le premier, sur le deuxième, on en reparlera tout à l'heure sur la deuxième mi-temps, mais sur le premier, Yass. Je pense qu'il juge trop mal la trajectoire, c'est-à-dire que soit il y va, soit il y va pas. Mais en fait, c'est pas possible de. Encore une fois, quand tu prends la décision, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Soit tu sors et tu vas jusqu'au bout. Alors, si tu te trouves, tu te trouves. Mais là, en fait, c'est la pire décision, c'est-à-dire qu'il fait 2 pas, donc il ouvre son but, mais il s'arrête en plein milieu, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller au contact de l'adversaire pour le gêner. Voilà, mais ça fait plusieurs fois que Donnarumma parce que juste avant, un peu avant, je crois, il fait déjà une première sortie sur corner qui n'est pas bonne, et il y en a une deuxième où il dégage du point. Où pour moi, avec la taille qu'il fait, il doit s'imposer. Alors évidemment, quand tu as connu Bernard Lama, encore plus. mais on commence pas avec les noms, on va encore se faire traiter de boomer. Hein. Ouais, c'est vrai. Je voulais le dire à l'introduction, Yanis, pas de Vercruis, pas de Jean-Luc Sassus, évidemment. Je m'arrête. Je m'arrête aux années 2003-2004. Ça va? Alors moi, je plaisante. Je rigole. Donc voilà, donc effectivement, c'est dommage parce que par rapport en plus à sa taille et tout, tu te dis qu'il doit s'imposer là-dessus. Est-ce que c'est un problème de confiance ou réellement de lecture du jeu? Je ne sais pas. Mais ouais, je trouve que c'est pas rassurant parce que là aussi, si ta défense n'est pas trop en place, ton gardien il doit te soulager. Et pour l'instant, sur les coups de pied arrêtés et sur les centres, ce n'est pas le cas. Il y a un pseudo qui va te plaire, Nico, Son Altesse 75, qui dit sur coup de pied arrêté, il y a vraiment une marge de progression. En Ligue des Champions, ça se joue sur ce type de détails. Sortie du groupe de qualif, généralement, c'est sur ce genre d'occasion que Paris commence à paniquer. C'est sûr que, encore une fois, c'est un secteur de jeu aujourd'hui où tu peux faire des différences avec un petit peu de travail et d'intelligence. Aujourd'hui, le PSG, alors, offensivement, c'est vrai que
Je me souviens plus le dernier but qu'on a marqué sur corner. Mais comment Yacine était nostalgique des époques Bernard Lama. Moi, je vais l'être des époques Ricardo. C'est une époque où, quand il y avait un corner pour le PSG, entre lui, Ginola, Weah, tu avais quand même, et puis même, tu avais à l'époque les Le Guen. La Roche. Tu avais à La Roche aussi. Ouais, à La Roche, bien sûr. Tu avais quand même t'avais quand même une force de frappe sur corner. Après, c'est bizarre parce que tu as des bons tireurs de corner dans cette équipe. Tu as des bons joueurs de tête, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais tu en as quand même quelques-uns. Et à l'arrivée, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose, mais ce qu'on voyait à une époque, c'était notamment sous Tourelle, avec des blocs, avec un vrai travail sur les coups de pied arrêtés. Tu sens que ça, c'est un secteur de jeu qui est moins travaillé. Ça se ressent de toute façon. Hein. Et puis peut-être qu'aussi les défenses ont mieux cerné avec si peu de force offensive sur coup de pied arrêté. Peut-être que les défenses, c'est plus facile aussi pour elles de défendre, mais c'est vrai qu'offensivement, c'est dommage. Après, défensivement, là, effectivement, quand je dis le premier but, il est anecdotique, encore une fois, prendre un but sur corner ou sur coup franc comme ça, on doit en parler. Mais c'est évident que tu ne peux pas arriver en 8e ou en quart de finale de Ligue des Champions en étant en danger sur chaque coup de pied arrêté adverse. Et il n'y a pas que hier, hein, on le voit, hein, Ajaccio a pris plein de ballons de la tête contre nous ce week-end en championnat aussi. Donc c'est c'est. Je pense que c'est juste une question d'agressivité. Il faut peut-être un petit peu que Galtier prenne sur une semaine d'entraînement quelques temps pour un petit peu sensibiliser les joueurs à ça, parce qu'effectivement, il faut qu'ils aient conscience de ce manque d'agressivité sur les corners adverses. Le deuxième but, il est quand même très révélateur. Hein. C'est une multitude de duels perdus. C'est juste hallucinant par autant de duels en aussi peu de temps dans ta surface. Et sur ce but-là, tu vois effectivement qu'il y a un manque de hargne et de bagarre dans le duel qui est un peu embêtant. Même Donnarumma, sur le deuxième but, je trouve qu'il est vraiment pas inspiré, parce que son plongeon, même si la tête est bien placée, je comprends pas qu'il n'essaie pas de la récupérer main opposée, parce qu'il aurait beaucoup plus d'envergure. Là, c'est mon petit côté gardien qui ressort, ma grande expérience de gardien. Mais tu étais gardien, Nico? Ouais, j'étais gardien. Ouais, j'ai joué 3 matchs à l'Urban. On se calme, hein. C'était pas non plus une grande carrière, hein. Mais oui, non, je suis pas gardien. Mais voilà, en tout cas, ouais, ils ont raison ceux qui nous disent que on peut pas rester comme ça toute la saison avec autant de lacunes, notamment défensives. Évidemment qu'il va falloir rectifier le tir, parce que là, ça fait. Et puis même, tu sais, tes adversaires, ils ont identifié le problème maintenant. Tu sais, aujourd'hui, tous les matchs sont disséqués par des analystes. Évidemment que le PSG va être ciblé sur les coups de pied arrêtés dans les prochains matchs. Donc c'est un axe de travail, encore une marge de progression. Donc c'est plutôt encourageant, parce que tu peux progresser là-dessus. Maintenant, voilà, il y a du temps avant les gros matchs, mais ce serait bien de commencer à s'y mettre. Bon, certains nous parlent sur le live peut-être d'un excès de confiance de Donnarumma. D'autres voudraient une alternance avec Navas. L'année dernière, on a vu ce que ça a donné, l'alternance. Ça n'a pas donné forcément beaucoup de confiance à Donnarumma. C'est quand même mieux qu'il y ait un choix qui est fait, qu'il y ait un numéro 1 et un numéro 2. Jusqu'à présent, Donnarumma, ça va. Il fait quand même un bon début de saison. Après, comme l'a dit Nico, hein, tu peux prendre un but, c'est pas très, très grave. Je pense qu'on a un peu… Oui, apparemment, dans le chat, il y en a qui demandent si tu étais gardien de but ou gardien d'immeuble. Ouais, j'ai vu gardien de Louis XIV aussi. Alors, je n'étais pas né, hein, je précise, hein, mais même si je suis un descendant direct, je n'ai jamais connu mon arrière-grand-père directement. Oui, puis nous qui le connaissons, Nico, c'est vrai que la taille, c'est pas non plus ton fort. Hein, donc, gardien. Regarde la carrure. Et pourtant, on avait dit qu'on n'attaquait jamais le physique. C'est moche ce que je viens de faire, c'est très moche. Messieurs, je pense qu'on a fait un peu le tour sur la charnière centrale Marquis et Sergio Ramos. On va arriver sur le milieu de terrain. Le milieu de terrain à 3 hier, encore une fois. Et donc, c'est Renato Sanchez qui a été placé devant la défense en sentinelle, en remplacement de Marco Verratti. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur, vous allez me dire votre avis tout de suite. Hein. Renato Sanchez, moi j'ai trouvé les premières minutes un peu difficiles. Ça a été beaucoup mieux après. Il a récupéré pas mal de ballons. Par contre, sur les sorties de balles, c'est pas Marco Verratti. On est d'accord, Yacine. Il a été beaucoup plus prudent. Et effectivement, il a joué plutôt simple. Mais par contre, sur la récupération de balles, il a été plutôt pas mal, Yacine. Ouais, alors, pour revenir sur son positionnement, déjà, c'est ce que j'expliquais sur la charnière, à savoir que, en fait, tu as Ruiz et Vitinha qui occupent ce poste quand Verratti est là.
il y avait la première possibilité de mettre Fabian Ruiz en 6 et de mettre Renato plus haut. Et il y avait la possibilité, comme je disais tout à l'heure, que les coachs préfèrent, à savoir qu'au lieu de changer 2 postes sur 3, j'en change qu'un. Donc je laisse les 2 qui ont compris leur rôle et qui le font bien, et je change juste poste pour poste le joueur. Voilà, c'est un choix. Mais les coachs aiment bien aussi rester comme ça sur les certitudes. Donc Renato, il a pris la place de Verratti. Alors effectivement, dans les sorties de balle, c'est pas Verratti, mais en même temps, si vous aviez mis Fabian Ruiz, c'est pas non plus Verratti, parce que Verratti, il n'y en a pas d'autres dans l'effectif, pour l'instant en tout cas. Maintenant, ce qui j'ai trouvé bien, c'est que effectivement, dans la récupération, il a été très bon. Il a défendu en avançant, il a mis de l'impact. Je crois que c'est le joueur qui récupère le plus de ballons hier. Je ne sais pas si tu as la stat, Yacine, d'ailleurs. Je crois qu'il en a 7. Faut que je retrouve. Du coup, il a fait du bien. Voilà. Je pense qu'il était aussi dans une retenue, à savoir de ne pas non plus trop se livrer, sortir des pressings en percutant, parce que c'est plutôt sa force. Il l'a fait 2 ou 3 fois, mais pas régulièrement. Parce qu'en fait, je pense qu'il revient de blessure. Il a joué 60 minutes à Ajaccio. Il n'était pas forcément prêt non plus à exagérer. Il a plutôt été dans la gestion. Donc, il a bien défendu. Il a équilibré le milieu de terrain. Il a permis à Ruiz et Vitinha d'être dans leur rôle, le rôle qu'ils occupent depuis 2 semaines. Et il a fait son taf, voilà, défensivement. Il a proposé quand même quelques solutions. Je trouve qu'il a été intéressant. Et Galtier l'a dit d'ailleurs en conférence de presse qu'il l'avait déjà utilisé dans un rôle un peu similaire à Lille. Donc, il savait qu'il était capable de le faire. Il y a So qui nous dit, en parlant de Renato, c'est un peu réducteur, contrôle, passe, rien de plus pour Renato. Nico. C'est peut-être, déjà, ouais, c'est un petit peu réducteur sur le match d'hier. Après, je pense que c'est pas mal les consignes d'hier qui ont un petit peu entraîné ce match de Renato, parce que on l'a senti vraiment positionné devant la défense avec la consigne de ne pas offrir d'espace aux attaquants. De ce côté-là, il a très très bien rempli son rôle. Il a coupé pas mal de lignes de passe, il a récupéré des ballons. Après, c'est vrai qu'il n'a pas été transcendant dans les sorties de balles, parce que on connaît ses qualités. Hein. C'est un joueur qui aime bien percuter sur 10, 15, 20 mètres et qui fait des vraies différences. Là, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il n'a absolument pas proposé. Après, la différence de Verratti, elle se voit aussi dans la confiance avec le balle au pied, parce que quand Donnarumma le trouve à l'entrée de la surface avec un mec au dos, il joue tout de suite à une touche de balle sur un côté. Alors, il l'a fait très bien. Hein. Il aère tout de suite le jeu sans prendre de risque. Là où tu as un Verratti qui va contrôler, qui va faire le tour du défenseur, enfin de l'attaquant qui le presse pour ensuite relancer. Enfin, ça t'a amené hier des sorties de balles un petit peu différentes. Alors, mieux ou moins bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ça t'amène un plan de jeu différent et des circuits de passe aussi qui changent forcément. Voilà, après, hier, peut-être qu'aussi cette consigne-là, hier, c'est un peu pour le préserver aussi physiquement, parce que c'est un rôle où du coup, on lui demande moins d'efforts physiques, dans la mesure où il a été beaucoup sur la retenue. Donc voilà, je lis quelques critiques sur lui. Je trouve que vous êtes un petit peu dur. C'est pas un super match, c'est pas monstrueux comme match de Renato, mais c'est un match propre pour une rentrée, parce qu'encore une fois, même s'il a joué contre Ajaccio, il n'est pas encore il est loin de sa forme optimale, et c'est une évidence. Voilà, je trouve que c'était un match propre dans un milieu qui a plutôt bien tourné. On lui a demandé quelque chose de précis, il l'a bien fait, et j'ai apprécié son match, franchement. Maintenant, c'est évident qu'il n'est pas au niveau d'un Verratti, et que le Renato qu'on a vu hier n'est absolument pas un joueur potentiellement titulaire dans le milieu parisien si tout le monde est opérationnel. Ça, c'est une évidence. D'ailleurs, il y a les stats qui sont affichés pour Renato. Donc, il a joué 68 minutes. Il a touché 56 ballons, 48 passes réussies sur 49. Bon, après, ça, c'est des stats qu'on n'aime pas trop, parce qu'il faut voir les passes dont il s'agit. 4 duels gagnés sur 6. 1 ballon perdu, 7 ballons récupérés, 2 tacles réussis sur 3. On a un commentaire de Non-Stop qui nous dit Renato, son problème sur ses premiers matchs, c'est son manque de mouvement. Il était spectateur de Verratti. Hier, il était plus mobile dans les petits espaces avec les 2 autres milieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, monsieur? Ouais, je pense que il y avait plein de choses. C'était déjà le fait de s'adapter à une équipe, le fait, on l'avait dit aussi, un peu comme Ruiz lors des 2 premiers matchs, le fait d'être très scolaire et de ne pas être celui qui fait l'erreur, qui amène quelque chose. Et puis, il y avait aussi son manque de
préparation, voilà, on sait que c'est un joueur fragile, qui a besoin de temps. Voilà, tout ça additionné, ça a donné les premiers matchs. Il s'est en plus blessé très vite. Bon, voilà, après, il a besoin d'enchaîner. Ce qui est sûr, c'est que j'ai vu un commentaire passer, et je suis tout à fait d'accord, j'ai oublié le nom. Effectivement, quand il n'y avait pas Verratti avant, il y avait un vrai problème. Hier, encore une fois, même si c'était Haïfa, hier, il y a moins eu de problèmes dans ce milieu de terrain avec l'absence de Verratti, et c'est un bon point à souligner quand même. Mais c'est ce que j'allais, en plus, c'est ce que j'allais vous poser comme question. C'est-à-dire que là, tu as répondu, mais Nicolas, je pense il sera aussi d'accord. C'est vrai que d'habitude, quand Verratti est blessé ou suspendu, on voit vraiment une grosse différence au milieu de terrain. Alors, encore une fois, hein, Sanchez, c'est pas Verratti, et Nico en a très bien parlé, et notamment sur les sorties de balles. Mais c'est vrai qu'hier, on l'a moins ressenti, Nicolas, l'absence de Marco. Hein. Ouais, mais parce que aussi, hier, tu as un Fabien Ruiz très actif, et puis capable de délivrer des bonnes passes. Tu as un Vitinha qui se démultiplie partout au milieu et dont l'activité est vraiment très précieuse. Tu as Neymar qui décroche pas mal pour venir organiser. Tu as Messi qui propose aussi. Enfin, effectivement, tu as autour de ce milieu de terrain toute une organisation qui fait que tu as une animation qui se fait d'elle-même. Tu mets le match d'hier avec un Ruiz et un Vitinha qui ne bougent pas trop, et puis un Neymar et un Messi qui ne viennent pas récupérer les ballons, et on ne dirait pas la même chose du match, tu vois. Donc hier, ils étaient tous sur le... C'est moi ce que j'ai aimé hier, ils étaient tous vraiment sur la même ligne, avec de la disponibilité, du mouvement, du jeu simple, on n'a pas gardé le ballon trop longtemps. Et quand le milieu est animé avec autour de lui ce genre de joueur qui te propose des bons appels, des bonnes solutions, bah, c'est vrai que ça devient beaucoup plus fluide. Et c'est vrai qu'hier, on n'a pas souffert de l'absence de Verratti. Maintenant, j'ai dit le contraire en début d'émission, mais ce n'était que le Maccabi Haïfa en face, ne l'oublions pas. C'est pas le pressing que peut te mettre City ou le Bayern. Et Verratti, dans les gros matchs, tu verras quand même la différence s'il n'est pas là, je pense. Mais malgré tout, Nico, sur le fait de Haïfa, ils ont quand même un peu pressé, ils ont mis un peu d'impact, etc. Le truc, c'est que là, on minimise. Je vois certains commentaires aussi sur le pressing de Haïfa, sur le fait que c'était que Haïfa. Mais malgré tout, on a quand même vu beaucoup de matchs du PSG contre ce type d'adversaire et ça ne fonctionnait pas forcément. Donc, c'est quand même un plus. Enfin, toi, tu n'as pas minimisé, mais je parle des commentaires en général. Ouais, les gars, c'était que Haïfa, on verra contre le Real. Oui, bien sûr. Malgré tout, par exemple, l'année dernière, on a vu des matchs contre des équipes du niveau d'Haïfa où il ne se passait rien. Il y a Sirius Black qui nous dit le match de Renato hier, c'est comme la connexion de Mousse. Aujourd'hui, c'est plutôt propre. Une très belle analyse, mon ami. Très, très belle analyse. Par contre, par contre, Pablo, là, franchement, il y a Pablo qui nous dit que le PSG joue mieux sans Verratti. Alors, il faudra que tu nous expliques où et quand et comment. Mais mon ami, je pense que tu te trompes vraiment. Parce que là, dire que le PSG joue mieux sans Verratti, c'est quand même incroyable. Je crois qu'il troll. Ouais, je crois que c'est un troll, ouais. Ah, alors pardon, mon ami Pablo. Pardon. Peut-être qu'il faisait référence à notre ami Daniel Riolo. Ouais, je crois. L'ami de Nicolas. Ouais, j'ai rien contre. Arrête de vouloir me fâcher avec tout le monde. J'ai rien contre. Je vais fâcher avec lui. Alors, Nicolas, honnêtement, tu n'as besoin de personne pour te fâcher avec la moitié de Twitter. Là, non. Ouais, mais ne mets pas l'autre moitié sur mon dos alors qu'il ne s'est encore rien passé. C'est normal parce qu'il est banni de Twitter. Il voit pas encore. Il voit plus tes tweets. C'est normal. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Évidemment. Écoute, on a fait le tour sur Renato Sanchez. On peut dire, messieurs, quand même que depuis le début de saison, même s'il a été absent, il a eu des blessures, ça reste quand même pour l'instant son meilleur match. Ouais. Après, à voir, parce que Verratti va revenir et normalement, le milieu à 3, ça sera Verratti en sentinelle et Vitinha, avec devant lui, Vitinha et Fabien Ruiz. On va passer justement à Vitinha et Fabien Ruiz. Alors, vous avez parlé beaucoup de Vitinha en disant qu'il a été… Yacine, tout à l'heure, tu disais qu'il est indispensable, ça c'est vrai. Mais je trouvais, moi, qu'hier, ce n'était pas forcément son meilleur match. Il y a eu quelques pertes de balles. Il y a les stats qui sont affichés. C'est un peu inhabituel. 8 ballons perdus. Il a quand même récupéré 5 ballons, 3 duels gagnés sur 4. Il a joué 89 minutes hier. Il a touché 62 ballons. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ce n'est pas non plus son meilleur match hier à l'ami Vitinha Ayas. Non, ce n'est pas son meilleur match, mais en fait, Vitinha, je pense qu'il va falloir l'analyser un peu différemment. Ça veut dire qu'il y a deux choses pour moi. Le côté négatif, je vais commencer par le côté négatif.
c'est que j'ai 3-4 situations en tête où il doit vraiment se retourner et jouer vers l'avant. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas encore complètement cette assurance pour dire dans certaines zones, je me retourne et j'élimine, etc. Et notamment entre les 20 et 30 mètres, 35 mètres de la défense du PSG. Quand il est plus haut, il est capable de le faire. On l'a vu à un moment donné percuter le long de la ligne de touche, éliminer son adversaire. D'ailleurs, il y a faute sur lui. Je pense qu'il y a une question de confiance dans cette zone de jeu. Et même s'il fait des très bons matchs, qui s'est installé depuis le début de saison, je pense que ce côté-là, c'est encore un peu de la retenue. Bon, voilà, je ne veux pas perdre le ballon ici, dans ces zones-là. Et il manque de prise de risque dans cette zone-là, à la différence, par exemple, d'un Verratti. Mais par contre, est-ce que Yacine, justement, tu parles de Verratti, Yacine, est-ce que c'est pas aussi le fait qu'il n'était pas associé aujourd'hui à Verratti? Est-ce que selon toi, son jeu a été différent parce que c'était Sanchez et peut-être qu'il y a peut-être moins de connexion derrière lui? Non, parce que j'ai fait la même remarque, je crois, là, il y a 2 semaines ou la semaine dernière, sur cette fameuse prise de risque. Et on avait aussi fait le lien avec l'histoire de Mbappé, qui l'avait repris sur l'ouverture. Bref, je pense qu'il y a plein de petites choses. Il y a un manque de prise de risque dans cette zone-là. Après, je pense que Vitinha, il faut vraiment analyser ses matchs sur ses déplacements parce que c'est un joueur qui compense énormément, qui court beaucoup, qui travaille beaucoup et qui lit très bien le jeu. Et vraiment, il compense défensivement parce que même s'il est petit, il va dans les duels, il récupère des ballons. Il n'a pas peur du combat. Mais en plus, dans l'animation offensive, il compense énormément les décrochages de Messi et Neymar. Donc je pense que Vitinha, il faut l'analyser sur aussi son jeu sans ballon qui est très 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 important. C'est-à-dire que il est capable de toucher sans ballon comme Verratti, mais régulièrement je pense qu'il n'atteindra pas les 100 ballons parce qu'il a énormément de jeux sans ballon qui permet à l'équipe d'être équilibrée et d'offrir en plus des solutions. Alors il n'est pas forcément trouvé, mais en fait c'est des solutions qui obligent l'adversaire à défendre d'une certaine façon et donc à ne pas venir fermer par exemple sur le décrochage de Neymar, sur un décrochage de Messi. Voilà, c'est pour ça que moi, je trouve que Vitinha, aujourd'hui, il se rend indispensable par tout ça. Et je pense quand même que techniquement, il a aussi permis de garder quelques ballons, etc. D'ailleurs, j'ai pas vu, bon, j'étais au parc, donc j'ai pas eu les commentaires, mais on m'a dit que à la télé, il y a eu 2-3 remarques d'Habib Beye en disant qu'il y avait trop de déchets techniques dans le milieu parisien. Alors moi, justement, je trouve pas du tout. Ça manquait peut-être parfois un peu d'intensité, mais dans le déchet technique, j'ai trouvé les 3 plutôt propres hier. Il y a Redil Sauvage qui nous dit Vitinha, je kiffe le joueur, pardon, même si je pense que sa vista et les prises de risque doivent être plus importantes avec sa qualité de passe, Nico. Ouais, écoute, déjà, il y a moins de déchets techniques dans le jeu de Vitinha que dans le commentaire de Habib Beye. Déjà, tu vois, Nico, que tu n'as pas besoin de nous pour te faire. Non, mais attends, Habib Beye, les gars, on parle de. Enfin, je vais même pas, on va pas rentrer dans le sujet. Donc il fait marrer Habib Beye, quoi. De toute façon, hier, on le connaît, ce mec-là. Il focus un joueur d'entrée, puis tout le match, il va être dessus, quoi que le mec fasse. Donc, bon, écoute. Donc, non, moi, il a perdu effectivement quelques ballons hier. Maintenant, comme le dit Yacine, l'activité, elle est monstrueuse. Moi, c'est un joueur dont je suis un fan absolu, que je découvre. Je connaissais très peu. J'avais dû voir 1 ou 2 matchs par-ci, par-là avec lui, sans forcément focaliser sur lui parce que je ne connaissais pas. Et moi, j'adore ce joueur. J'adore sa générosité. Comme le dit Yass, il va au duel alors qu'il fait 1m40 et il pèse 42 kg. Et ben, il rentre là-dedans et il n'y a pas de souci. Voilà, moi j'adore ce joueur. C'est un jeune joueur, ne l'oublions pas. Et lui aussi découvre un nouvel environnement, un club comme le PSG. L'adaptation, elle est déjà très très bien réussie quand on voit ce qu'il a fait en 3 mois. Ça va aller forcément en s'améliorant. Il va aussi sûrement prendre beaucoup de confiance avec la Coupe du Monde. Donc, non, c'est un joueur extraordinaire. Alors, hier, il est peut-être un peu moins bien. S'il est moins bien comme ça toute la saison et qu'il nous fait ce genre de match, je trouve qu'on est plutôt bien lotis. Donc, non, moi, fan de Vitinha et son match hier, franchement, je trouve qu'il est très, très précieux dans tout ce qu'il fait. Et j'aimerais effectivement maintenant le voir un tout petit peu plus entreprenant offensivement. Mais on sait que dans cette équipe-là, il n'y a pas forcément beaucoup de place pour aller montrer le bout de son nez près de la surface. Mais ça va venir et voilà. Moi, je trouve qu'hier, il fait un match très, très correct, même plus. Yacine, sur Vitinha, c'est vrai qu'avec Porto, on avait vu, avant qu'il arrive, on avait vu pas mal de résumés de match, d'extraits de match.
où il tentait beaucoup de frappes, il marquait aussi beaucoup de buts. Est-ce que le fait d'être passé à un milieu à 3, ça va peut-être l'empêcher de tenter moins de frappes? Alors, je te pose la question, mais on voit que, par exemple, sur Fabian Ruiz, après, lui, ça ne le dérange pas trop, il continue à tenter des frappes. Mais c'est vrai que là, on ne l'a pas trop vu en position de frapper, Yass. Ouais, mais je pense pas que ce soit la question de 2 ou 3, c'est plus une question d'équilibre d'équipe. Aujourd'hui, tu as quand même 3 joueurs devant déjà qui pèsent beaucoup. Tu as les joueurs de couloir qui peuvent apporter. Donc je pense que c'est plus des joueurs qui sont. Mais en fait, ça rejoint aussi ce qu'on a réclamé au PSG, c'est-à-dire des joueurs de collectif, des joueurs qui sont prêts à se sacrifier, entre guillemets, et à se dire, bah ouais, je vais peut-être à Porto, je vais dire n'importe quoi, mais je frappais 25 fois dans l'année. Peut-être qu'au PSG, je vais frapper 5 fois ou 6 fois. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, c'est l'équipe, l'animation de l'équipe qui a besoin de ça. Moi, le seul truc, c'est que si ça doit arriver, il faut qu'il y aille. Maintenant, c'est pas obligatoire. Si l'animation de l'équipe, elle est bonne comme ça, si ça tient la route comme ça, et que lui, il s'inscrit parfaitement dans les équilibres des uns et des autres pour compenser, etc. Il y a pas, faut pas. Moi, je suis pas dans le. Enfin, je pense que ceux qui suivent le podcast le savent. Moi, je suis pas dans les stats, c'est-à-dire un mec qui va aller frapper 20 fois. Si c'est pour aller frapper pour dire je suis à 20 mètres, je tente ma chance, je vais marquer 2 buts dans la saison, ça m'intéresse pas. Je préfère que tu respectes le jeu. Il y a peut-être d'autres joueurs plus à même de le faire dans cette équipe. Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'à Porto, bon, même si Porto est un grand club et a eu des belles équipes, il n'avait pas Neymar, Mbappé, Messi devant lui non plus. Donc, on attendait aussi ça de lui. Là, on attend moins de lui là-dessus. Voilà, quand il faudra le faire, il ne faudra pas qu'il se retienne. Mais moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Merci Yacine. D'ailleurs, Nico, tu as déchaîné les passions sur Habib Beye. Il y a énormément de commentaires sur Habib Beye. Et puis, tout le monde est d'accord avec toi. On a encore notre camarade supporter de l'OM qui est là, qui fait sa vie sur notre live, qui est le seul à le défendre, évidemment. Donc, sur Vitinha, je pense qu'on a fait le tour. On va parler de son camarade qui était associé à lui, Fabian Ruiz. Je ne sais pas si tu as les stats, Yacine, de Fabian Ruiz. Je ne sais pas si tu les as, comme ça on va les mettre à l'écran. Et je vais te laisser la parole, Nico, sur le match de Fabian Ruiz, qui aurait pu, d'entrée de match, sur un décalage de Neymar, il aurait pu marquer lui aussi son but. Il a encore été pas mal hier, Nico, le camarade Fabian Ruiz. Ouais, alors, il croque une belle occasion quand même au début, avec un contrôle. Tiens, on va rendre hommage à notre ami de l'OM. Un contrôle marseillais sur cette action. Il recule de 2 mètres sur le contrôle, c'est dommage. Après, écoute, je trouve qu'il a été lui aussi assez intéressant, peut-être un petit peu moins bon que Ajaccio quand même. On voit notamment les duels, seulement 2 duels gagnés sur 11. C'est un peu étonnant. Après, le terrain, c'est surprenant, Nico. Ouais. Après, voilà, il y a une activité, il y a une intelligence de jeu dans Fabian Ruiz qui est quand même très, très intéressante parce que lui, pour le coup, et je pense que c'est pas anodin, la montée en puissance d'Hakimi qui correspond avec les titularisations de Fabian Ruiz. Voilà, c'est un joueur qui oriente le jeu au bon moment, au bon endroit, qui compense bien, qui travaille, alors qui manque évidemment de vitesse pour certains, mais moi j'aime bien ce genre de joueurs qui ont une intelligence vraiment supérieure à d'autres et ça fait du bien. Ça fait du bien et la complémentarité encore hier des 3 milieux, elle est vraiment super intéressante. Et même pour les prochains mois de compétition, je trouve que tu as des profils très très différents dans ce milieu parisien. J'oublie pas Danilo qui est blessé et qui revient. Et voilà, tu as beaucoup de profils et je trouve que pour l'instant, il y a des associations tu sens que c'est complémentaire et ça faisait longtemps en tout cas qu'on n'avait pas eu un milieu à Paris aussi dense, aussi complet et aussi intéressant dans les possibilités de jeu. Donc ouais, je suis plutôt je vais pas commencer à sortir ma réplique de la Ligue des Champions, la dépoussiérer, à vous dire c'est la bonne année, mais je trouve que le PSG cette année est bien équipé dans ce secteur de jeu et le travail qui est en train de se faire là depuis quelques semaines commence à me plaire pas mal. Donc voilà, et Fabian Ruiz au milieu de tout ça est un joueur qui confirme et
vraiment une bonne pioche pour l'instant. Comme Vitinha, hein, je trouve que c'est des joueurs qui s'adaptent rapidement, qui s'adaptent bien, même si pour Fabien Ruiz, ça a été un peu différent comme process, mais voilà, ça se passe plutôt bien. Et lui aussi, hier, je trouve que son match était intéressant, alors que même chose, c'est pas son meilleur match depuis qu'il est arrivé, mais ça reste quand même un match très intéressant hier. Il y a pas mal de com sur Fabien Ruiz, quasiment que du positif. On a Pablo qui nous dit franchement, Ruiz dans l'attitude, le jeu sans ballon, les déplacements, ce mec a un QI foot bien plus important que la moyenne. Ça, je pense que tu es d'accord, Yass. C'est un joueur très intelligent, Fabien Ruiz, même si encore une fois, c'est pas son meilleur match. Mais tu vois, ça fait 2-3 matchs. Il y a une vraie montée en puissance. Et lui aussi, il est en train de se rendre, entre guillemets, indispensable. Et comme le disait Nico, ça va être difficile pour Galtier de repasser à une défense, un milieu à 2 et donc une défense à 3. Yass. Oui, parce qu'on l'a répété, mais en fait, le profil de tes milieux, c'est pratiquement des profils qui sont le mieux à 3. Donc, ouais, ça va être compliqué. Et comme il y a eu le changement de système au moment où il y avait des suspensions, etc., il y a des joueurs qui sont installés. Après, Galtier l'a bien expliqué aussi en conférence de presse sur le milieu de terrain, quand il explique que il y avait cette idée, mais qu'il fallait de toute façon attendre que ces joueurs soient prêts physiquement, parce que Fabien Ruiz n'a pas fait de préparation avec Naples réel, puisqu'il était écarté en attendant son transfert, qu'il y a eu les blessures de Sanchez, donc il a fallu aussi que tout le monde monte en puissance, que tout le monde s'entraîne régulièrement. Le peu d'entraînement tactique, ça ne permettait pas non plus de mettre en place des choses. Donc voilà, donc on profite aussi de tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que encore une fois, moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est que on a vu le système à 3 qui a donné des choses très bien, puis des choses moins bonnes. Là, il y a le système à 4. Peut-être que, alors bon, il va à la Coupe du Monde, donc là, ça va être compliqué. Mais peut-être que courant janvier, on dira, tiens, maintenant, les équipes ont commencé à lire le système à 4. Donc, tu deviens plus lisible. Il va peut-être falloir proposer autre chose. Alors, ça peut être un changement de système, ça peut être des changements de principe, ça peut être une animation différente. Ce qui est intéressant, c'est que là, aujourd'hui, Galtier a déjà 2 plans. Il l'a répété aussi en conférence de presse en expliquant qu'il avait les 2 systèmes, qu'il n'y a pas un système qui est oublié par rapport à l'autre, qu'en fonction de tes disponibilités, tu vas pouvoir animer, tu vas pouvoir coacher. Et on l'avait dit quand on avait parlé du mercato, on avait dit qu'ils avaient choisi des profils plutôt polyvalents, avec d'abord une intelligence de jeu. Et en fait, c'est très bien parce que ça confirme ce qu'on a dit. C'est des joueurs qui sont intelligents. Et l'intelligence de jeu, c'est d'être capable de s'adapter à ce qui se passe autour de toi. Par exemple, pour ceux qui ont déjà vu jouer Naples, les années où Ruiz y était, Ruiz, il a des fois même joué parfois dans un poste à la Sarabia, on va dire, offensif côté droit. Et là, il est capable de venir dans ce milieu à 3, de moins se projeter, parce que devant, il y a déjà 3 joueurs qui se projettent, et de couvrir les montées de son latéral, donc de s'adapter au collectif et pas de dire « Ah, mais moi, je suis capable de faire ça, donc moi, je vais faire ça, et puis tant pis pour l'équilibre de l'équipe. » C'est ça l'intelligence de jeu. C'est ça le collectif. Donc moi, ce qui me fait du bien en ce moment de voir ce qui se passe, c'est vraiment ces joueurs de collectif, voilà, qui sont capables de s'adapter à des systèmes, à des animations, et de ne pas jouer pour eux, mais jouer pour l'équipe. Et puis là, il a toujours un peu ce côté nonchalant, Fabien Ruiz, qui n'est pas pour nous déplaire d'ailleurs. Et il y a aussi, il faut la surveiller, parce que rappelez-vous du podcast qu'on avait fait lorsqu'il avait été recruté avec mon camarade Mirko, le Napolitain et supporter du Napoli, qui nous avait aussi dit, faites attention, il y a parfois des creux. Il a aussi manqué de régularité à Naples. Donc là, pour l'instant, alors au début, effectivement, il a été assez prudent, donc c'était des matchs assez sobres. Là, ça va beaucoup mieux. Il faudra voir après sur la durée ce que ça va donner, parce qu'effectivement, à Naples, il y avait des matchs où il était complètement transparent, nous avait-il dit. Donc, à surveiller. Je regarde s'il y a des coms. Mais bon, après, comme je vous l'ai dit, sur le chat, en général, les gens sont plutôt fans de Fabien Ruiz. Comme on est sur Fabien Ruiz, on va parler tout de suite des latéraux, parce qu'il y a encore eu un très bon match d'Hakimi avant de passer au trio offensif. Et d'ailleurs, il fait 2 passes décisives hier. Il y a d'abord le super centre pour Kylian Mbappé, Nico. Encore une fois, on le répète, c'est paradoxal.
On aurait attendu des meilleurs matchs d'Achraf Hakimi lorsque Galtier avait fait son système en 3-5-2 ou 3-4-3, appelez-le comme vous voulez. Et là, il enchaîne dans une défense à 4. Et il est plutôt pas mal. Et le positionnement de Fabian Ruiz lui permet aussi d'être plutôt bien, Nico. Ouais, je suis en train de chercher la deuxième passe décisive, mais je ne la vois pas la deuxième. Ah bah, il doit en avoir qu'une seule, t'inquiète. Ah non, mais hier, tu veux dire hier ou depuis le début de la saison? Parce qu'hier, il en fait. Hier. Ah bah, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une seule. Hakimi, bah ouais, écoute, c'est un peu dans la lignée de ces 2-3 derniers matchs, ça va mieux. Et en fait, ce qui va mieux, c'est qu'on le sert de manière plus intelligente. On n'attend pas qu'il soit au niveau de la surface adverse arrêté pour lui donner le ballon. Et on le lance tout simplement. Donc, il fait des différences monstrueuses. Il a une vitesse exceptionnelle. Je ne sais pas si on se rend bien compte à quel point ça va vite sur le terrain, mais c'est vraiment quelque chose. Et quand il est bien lancé, franchement, bah, ça fait des différences. Et alors, Fabian Ruiz, encore une fois, est évidemment un des grands responsables je pense, de la période bien meilleure d'Hakimi. Mais je trouve que même Neymar et Messi sont un petit peu moins sur la défensive pour lui donner le ballon. Ouais. Je trouve qu'il rechigne moins à lui trouver des intervalles et ouais, il fait du bien. Après, je pense qu'il pourrait être encore beaucoup plus efficace quand il rentre dans la surface. Tu sens quand même qu'il hésite encore entre aller frapper ou donner le ballon. Mais en tout cas, déjà, ce qui est bien hier, c'est qu'il y a une ou deux fois où il donne des ballons et pas forcément vers Mbappé, tu vois, donc il nous a fait un peu mentir. Il est aussi capable d'aller chercher quelqu'un d'autre. Et non, c'est bien. Hakimi, il est dans une bonne période. Faut qu'il continue comme ça. Et même Bernat, hier, pour parler côté gauche, je trouve que Bernat fait un match très intéressant hier. Alors, tu sens qu'il n'y a pas le volume de jeu qu'il avait à une époque, franchement. On n'a pas encore retrouvé, depuis cette blessure, je crois qu'il a du mal physiquement, Nico. Hein. Oui, je ne sais pas s'il a du mal physiquement, mais en tout cas, il a perdu en volume, c'est évident. Il se projette beaucoup moins souvent. Après, il est quand même, on le voit quand même régulièrement très haut sur le terrain, hein, toi, mais il n'a pas cette pouvoir d'accélération sur du jeu rapide, de transition, c'est évident. Par contre, défensivement, hier, je trouve que c'est du grand Bernat dans les duels, dans les placements, dans l'anticipation. Voilà, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, Bernat. Il me fait penser un petit peu à Maxwell. Voilà, c'est ce genre de défenseur que j'aime beaucoup. Et voilà, je vous l'avais dit la dernière fois que côté gauche, le PSG était quand même très très bien fourni entre lui et Nuno Mendes. Et bah, ça se confirme. Bernat, il faudrait qu'il puisse enchaîner maintenant, c'est le problème. Ça va être difficile avec le retour de Nuno Mendes, mais ouais, Bernat, c'est fiable. C'est un bon joueur, ça. Bah d'ailleurs, on a ces stats qui s'affichent. Nico, tu parlais de l'anticipation, de la récupération de balles. Donc, il y a 9 duels gagnés sur 12. Il touche 59 ballons hier, notre ami Bernat. 4 ballons perdus, mais 4 ballons récupérés. Et il réussit tous ses tacles. Il en a fait 7 en tout hier. Et ils ont tous été réussis. Yacine a une question. Achraf Hakimi hier, encore un bon match. Et c'est vrai que ce que disait Nico sur le fait que, parce qu'hier, je sais plus, je crois que c'est en deuxième mi-temps quand il fait une percée, il rentre dans la surface, il est vraiment en position de frappe, mais il stoppe sa course et il attend qu'un attaquant pour le servir. Ça aussi, il va falloir qu'il arrête de se freiner, Yacine. En plus, il a une vraie qualité de frappe, l'ami Hakimi. Ouais, je pense qu'il a perdu un peu confiance malgré tout parce qu'il a eu moins de situations, parce qu'il y a les trois de devant qui vampirisent aussi beaucoup de choses. Et plus ce qu'on avait dit sur l'histoire avec Mbappé, etc. Donc il osait plus trop et quand il ose, en fait, c'est un peu tard. Comme l'action qu'il a où il est au duel avec le gardien et il tire à côté. En fait, son choix, il est fait tardivement. C'est-à-dire qu'il cherche d'abord la solution et finalement, s'il n'y a pas la solution devant le but, il va prendre l'initiative individuelle. Et en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est d'abord analyser l'initiative individuelle dans cette situation. Et si y a un joueur mieux placé, tu lui donnes, mais sinon, c'est toi qui dois finir. Donc, je pense qu'il y a un problème d'analyse là-dessus. C'est pour moi un problème de confiance. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve le Hakimi qu'on avait vu à l'Inter, à Dortmund. Pourquoi ? Parce qu'il part de plus loin, parce qu'il a un relais avec Ruiz, parce qu'on le sert. D'ailleurs, hier, il est encore une fois, en deuxième mi-temps, servi 2 fois par Messi dans la profondeur. Ouais. Donc, c'est encore une fois pas une histoire que de système, c'est une question d'animation. Galtier en a parlé dans la conférence de presse. Il a dit on a retrouvé aussi de la profondeur du côté d'Hakimi. Voilà. Je redis ce que j'ai dit. En fait, les gens qui critiquent, c'est marrant parce que à un moment donné, il faut quand même jouer avec les qualités des joueurs.
J'avais pris l'exemple de Zidane, donc je vais prendre l'exemple de Cavani aujourd'hui. Cavani, c'est un joueur qui faisait des super appels, etc. Si tu le sers dans la bonne zone, il va terminer, et il a terminé un paquet d'actions au PSG. Maintenant, Cavani, si tu lui dis, viens chercher dos au jeu, garder le ballon et trouver des relais pour aller, mais c'est pas son jeu. Donc, si tu joues contre nature, voilà. Par contre, je suis d'accord avec plein de gens avec qui j'ai échangé d'ailleurs. Oui, Hakimi, il a que 23 ans, je crois, ou 24 ans, 23 ou 24. Il doit aussi progresser dans le jeu arrêté, d'être capable de prendre des décisions quand il est déjà très haut en 1 contre 1. Ça, il n'y a pas de problème. Il doit progresser. Maintenant, son point fort, on le connaît. Il fallait déjà jouer dessus et le faire travailler autrement. Pour l'autre côté, je rejoins. Alors, en fait, Bernat, je pense qu'il y a. L'analyse du match de Bernat, elle est un peu compliquée parce que je pense qu'il y a ce qu'on en attend de ce qu'on l'a vu faire avant au PSG et ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. Et je pense qu'en fait, il est tout simplement plus capable de multiplier les courses sur son côté et qu'en plus, dans une défense à 4, je pense que dans sa tête, c'est d'abord, je défends bien, je suis en place. En plus, devant moi, de toute façon, à gauche, il y a déjà Mbappé qui vient un peu dans cette zone-là, etc. Ça ne sert pas à grand-chose d'y aller. Il a dédoublé, il a offert des solutions, moins qu'avant. Mais je pense que c'est juste logique. Il sort quand même d'une grosse blessure, il a du mal à revenir. Là, il a enchaîné. C'est peut-être une consigne du coach, Yacine. Je pense pas que ce soit des consignes. Moi, je pense vraiment que c'est lui qui se gère. Parce qu'il y va quand même. Il a fait des dédoublements, il a proposé des solutions. Mais quand on l'a connu, le Bernat de 2018-2019, mais évidemment, ça n'a rien à voir. Avant, c'était tout le temps, il était capable de multiplier les allers-retours. Là, il le fait moins. Parce que je pense que lui-même sent qu'il n'est pas capable aujourd'hui, athlétiquement, de répéter ses courses. Donc, il fait par étapes, c'est-à-dire que d'abord, il défend bien, il est en place, il couvre. Et puis ensuite, quand de temps en temps, il y a une ouverture, il y va, mais pas systématiquement comme il le faisait avant. Voilà. Et je pense qu'en fait, il ne faut plus attendre le Bernat de 2019. S'il revient à un moment, tant mieux, mais il ne faut plus l'attendre, en fait. Voilà, c'est le Bernat de 2022 avec les blessures qu'il a subies. Nico, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup apprécié ta comparaison avec l'excellent Maxwell. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec toi sur Bernat. Il n'y a pas eu de message sur Baker. Tu vois comment t'es? Moi, j'en ai vu passer un, toi, sur Baker. Tu vois comment t'es? Ah bah, je ne l'ai pas vu, alors désolé. Ah voilà, mauvais modérateur, comme d'habitude. Et ça disait quoi, alors? Bah, ça disait que Bernat, il remplacera pas, il fera pas oublier Baker. Mais bon, évidemment. Évidemment. Et après, la comparaison avec Maxwell, c'est dans le style. Hein. Évidemment que bien sûr. Maxwell était évidemment une classe au-dessus de Bernat. Voilà, Maxwell, je pense que c'est ce qui se fait de mieux en latéral gauche depuis 10 ans. Voilà, c'était autre chose. Mais voilà, moi, j'aime bien Bernat dans l'état d'esprit. J'aime bien son intelligence de jeu. J'aime bien ses déplacements. Après, là où il est limité dans ce PSG-là, c'est qu'effectivement, il n'a pas les jambes pour suivre les attaques de transition. Ça va trop vite. Hakimi, il y arrive parce que Hakimi, c'est une flèche. Nuno Mendes, c'est pareil, ça va très vite. Bernat, il n'a pas la vitesse pour accompagner ce genre d'attaque. Donc, c'est peut-être aussi ce qui te donne l'impression qu'il est moins actif. Mais en attaque placée, il se retrouve toujours très haut et il offre des solutions intelligentes. Et là, moi, ce que j'aime bien aussi avec lui, c'est que, alors lui, pour le coup, Yacine nous dit qu'il faut toujours faire 5, 6, 7, 10 appels et que même si tu n'es pas servi, c'est pas grave. Bernat, je trouve que il ne fait pas les appels inutiles, il sent quand il va être servi ou pas. Et la plupart du temps, quand il fait un appel, il est servi parce que c'est vraiment là où ça se passe. Donc, non, il y a une vraie intelligence chez ce joueur et moi, j'aime beaucoup. Ça, c'est vrai ce que tu dis, Nico. Mais il y a aussi quand même, il avait créé une relation un peu avec Mbappé. Tu sens qu'il y a des restes de tout ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'il sait quand il peut y aller parce que aussi il y a cette relation qui a été créée avant. Il y a quelqu'un qui dit arrêtez avec Baker, c'est un bon type. Mais Nicolas, il ne troll pas. Hein. Il apprécie vraiment Baker. Hein. C'est pas une blague. Hein. Et il y a AAAA, c'est son pseudo, qui nous dit depuis Armand, en parlant du latéral gauche. T'as aimé quand il a découpé Fiores quand même. T'as bien aimé? Oui. Ah bah oui, j'ai aimé. C'est sa meilleure action. T'es devant moi en plus. J'étais comme un dingue. Ah bah ça c'est beau. Voilà les éducateurs. Voilà ce qu'ils prônent, le jeu violent. Je suis pas éducateur moi. J'ai adoré aussi, rassurez-vous. On va en venir au trio offensif parce qu'hier ça a été un festival, Yacina. Et là tu vas être très positif
hein, parce que les gens pensent que tu détestes Neymar, que tu détestes Messi, que tu es un anti-Mbappé, etc., etc. Et en fait, tu t'es régalé hier, Yacine. Tu as fait un tweet qui est juste, mais tu en parleras sur le but de Neymar. C'est évidemment Mbappé hein, qui crée l'espace, qui permet à Neymar de marquer ce but. Et globalement, pour commencer avec Mbappé, moi je trouve hein, honnêtement, surtout en première mi-temps, il a été vraiment très très bon Mbappé. Il a été altruiste, il a respecté le jeu, comme tu aimes à le dire, Yacine. Vraiment, on a vu un très très bon Mbappé hier soir, Yacine. En fait, c'est marrant parce que j'ai été traité de anti-Messi, anti-Mbappé, anti-Neymar. Donc là, déjà aujourd'hui. Jamais anti-PSG, c'est déjà ça, Yacine. Ouais, c'est déjà pas mal. Là, déjà, ceux qui aiment me dire ça, déjà, ils vont être en galère aujourd'hui. Donc, désolé, hein, je vais un peu vous gâcher votre journée. Mais en fait, non, hier, ils ont juste respecté le jeu. Et comme par hasard, c'est fou le football. Mbappé, il respecte le jeu. C'est son meilleur match et il a des stats. Bon, Neymar, moi, je trouve que depuis le début de saison, il est plutôt dans le respect du jeu, à part une ou deux fois où bon, voilà, il a refait du Neymar, mais globalement, sur les 18 premiers matchs, il est dans le respect du jeu. On en reparlera celui d'hier, Yacine, sur Neymar, où je trouve que parfois il a un peu trop gardé le ballon. Bon, après, c'est vrai il menait au score, etc. Il a peut-être voulu se faire plaisir. Parfois, il portait un Ouais, peu. après, il refait, bon, de temps en temps, voilà, mais le truc, voilà, et Messi, ben pareil, en fait. Il n'a pas forcé les choses. Tu vois, les deux ouvertures sur Hakimi, c'est pareil. Mais pour revenir, on va commencer par Mbappé. Son appel de balle et tu vois, c'est dommage, malheureusement, que les matchs s'enchaînent trop vite et que je ne peux pas faire que ça non plus. Parce que je voulais faire une minute au moment de Benfica. Parce que si j'avais pu montrer les appels d'Mbappé contre Benfica, et cet appel-là, en fait, les gens auraient compris ce que je dis. Contre Benfica, il y a deux fois la même situation. Et Mbappé, deux fois, au lieu de couper à l'intérieur et d'ouvrir l'espace, il s'écarte côté gauche. En gros, moi, je reste là. Servez-moi là. Parce que si j'ai le ballon là, je vais aller finir. Hier, quand il fait son appel, évidemment que de toute façon, un attaquant, quand il déclenche son appel au départ, bien sûr que c'est pour recevoir le ballon. Mais le jeu, il entraîne des choses. C'est-à-dire que si le défenseur ne te suit pas, eh ben, tu es jouable. Mais si le défenseur te suit, tu as créé un espace ailleurs. Et cet espace, il est utilisé par Neymar au moment de ce but-là. Et en fait, c'est exactement ce que moi, j'attends des joueurs de foot. Voilà. Respecter le jeu, se déplacer, pas parce que toi, tu as envie de scorer, mais parce que le jeu demande cet appel-là. Et cet appel-là va engendrer des choses, etc., etc. Voilà, c'est... Et Mbappé, hier, comme par hasard, il a des bonnes stats, même très bonnes. Il est bon dans le jeu, même ça veut dire en fait, tu vois, alors je vais revenir vite fait sur un autre but. Alors je ne sais plus, c'est le troisième ou le quatrième. Où en fait Mbappé, il est en relais. Là, c'est le but de Messi. C'est le troisième. C'est le troisième, le but de Messi, la frappe enveloppée au ras du poteau là. Je ne sais même plus. Mais bref. Quatrième. Le quatrième. Il est à l'extérieur de la surface, tu parles? Ouais. C'est le Oui, quatrième. Ouais, c'est le quatrième, parce que c'est Neymar le troisième. Donc sur le quatrième, Mbappé, il part du côté gauche. Il vient en relais. Et en fait, il ne cherche pas à forcer la passe sur Neymar ou Messi. Venez, on joue tous les trois et on s'amuse. Il vient en relais. Il trouve, je crois, une première fois Vitinha. Ça trouve Ruiz. Il revient en relais. Et là, maintenant qu'ils ont commencé à déplacer le bloc d'Haïfa, là, il vient trouver à l'intérieur Messi. Et là, ça joue en une touche. Et si vous regardez bien en plus, au moment où il donne à Messi, il y a Neymar et Mbappé autour de Messi. Et en fait, les deux s'écartent. Au lieu de venir faire l'appel devant le but, parce que Messi est capable de mettre le ballon par-dessus, comme il l'a fait 1000 fois, au lieu de venir faire l'appel et de fermer le jeu, en fait, les deux s'écartent. Résultat, ils emmènent les deux défenseurs d'Haïfa. Et en fait, Messi se retrouve en 1 contre 2 plein axe. Quand il a éliminé l'autre et il frappe, ben, c'est tout ça le jeu. C'est tout ça le jeu sans ballon. C'est tout ça le jeu collectif. Galtier l'a dit en conférence de presse, et c'est une phrase qui m'a fait plaisir. Il a dit, bah oui, ça change tout quand les joueurs jouent les uns pour les autres. Voilà. En fait, moi, c'est juste ça que j'attends. Voilà. J'attends pas que le PSG gagne la Ligue des Champions. Je souhaite que le PSG gagne la Ligue des Champions. Moi, ce que j'attends, c'est que le PSG joue comme une équipe, les uns pour les autres, les uns avec les autres. Et je termine sur Mbappé. S'il ne s'aime pas avec Neymar et tout, j'ai envie de dire, je m'en fous. Voilà.
vous savez quoi? Vous fêterez la Ligue des Champions chacun de votre côté. Et nous, on la fêtera pour vous. Mais on s'en fout que vous aimiez ou pas. Sur le terrain, jouez ensemble pour l'équipe. De toute façon, vous êtes là jusqu'au 30 juin. Bah, tant pis, faites ce qu'il y a à faire sur le terrain. Et puis le reste, on s'en fout. Eh ben, il y a Dan Chokso qui dit quand Mbappé joue pour l'équipe et non pour lui, il excelle. Tu as un autre commentaire qui est un peu plus négatif, qui pense que Mbappé joue bien ou est plus altruiste lorsque c'est la Ligue des Champions et qu'en Ligue 1, c'est ce que ça sous-entend. Peut-être qu'en Ligue 1, c'est peut-être pas le cas. Et tu as aussi beaucoup de gens sur le chat qui parlent aussi du système, le fait d'être revenu à un 4-3-3 ou un 4-3-2-1, comme 1-2, pardon, comme vous voulez. Et c'est ce qui permet aussi à Mbappé, quand il est sur son côté gauche, il aime bien rentrer à l'intérieur, etc., etc. Nico, sur le match d'Mbappé, est-ce que tu es d'accord d'abord avec Yacine? Est-ce que tu l'as trouvé bon? Est-ce que tu trouves toi aussi qu'il a plus respecté le jeu que les matchs précédents, mon ami Nico? Alors déjà, moi, je suis toujours d'accord avec Yacine. C'est la base. Je n'ai pas envie de me fâcher avec 99% de la communauté Paris United, donc je suis toujours d'accord avec le coach. Sur le match de Mbappé, oui, évidemment qu'hier, il est dans un état d'esprit beaucoup plus collectif, il n'y a pas d'agacement, il y a du jeu simple. Après, la technique et le talent des trois de devant fait la différence. Je vais élargir un petit peu le débat directement sur ce trio d'attaque. Sur ce genre de match, face à des équipes quand même limitées défensivement, qui en plus choisissent de presser très haut et donc du coup d'offrir quasiment du 1 contre 1 aux trois de devant. Évidemment que quand ils jouent simple, quand ils jouent ensemble, qu'ils ont envie de s'amuser et que ça passe comme ça, évidemment que c'est un carnage. Donc là, on l'a tous vu. Maintenant, vous ne m'enlèverez pas de l'état d'esprit qu'hier, encore une fois, on a quand même... Alors Neymar fait complètement exception dans ce trio parce que Neymar est hier le joueur qui court le plus, je crois, avec Fabien Ruiz. C'est le deuxième joueur qui a couru le plus de kilomètres hier sur le match. Après, moi, je persiste à dire qu'il y a un déficit de course du trio offensif dans sa globalité. Messi et Mbappé ne défendent pas assez. Alors, qu'il y en ait un des deux qui ait ce genre de statistiques dans les gros matchs, pourquoi pas. Mais il va quand même falloir que le PSG ait au moins 2 des 3 offensifs qui fassent un gros travail de récupération et de replacement. Hier, voilà, tu as quand même très souvent l'équipe coupée en deux, encore une fois. Ça passe dans des matchs comme ça, mais c'est malgré tout, je trouve, une organisation qui reste bancale. C'est un déséquilibre sur ce genre de match qui est, je pense, assumé, accepté par Galtier et qui n'a pas trop de conséquences parce que tu as une marge monstrueuse. Mais tu ne peux pas avoir, encore une fois, ce genre de match, cette animation qu'on a vue hier, ça ne peut pas passer dans les gros matchs de Ligue des Champions. Moi, je reste persuadé de ça. Alors, j'ai quand même malgré tout un vent d'optimisme. C'est que généralement, dans tous les gros matchs, on ne voit pas ça. Je me rappelle du match aller contre Madrid où on avait un vrai bloc où tout le monde avait été travaillé dans tous les sens. Mais j'ai aussi le souvenir du match retour à Madrid où à partir de l'heure de jeu, tu en as 2 qui ne défendent plus, quoi. Et on a vu ce qui s'est passé dans la foulée. Donc, moi, ma limite, elle est là par rapport à ce trio. C'est que je ne suis pas sûr que ce trio-là, tel qu'il joue comme il a joué hier, ça puisse t'amener gagner les gros matchs contre City, contre le Bayern. Voilà, j'ai juste pour mettre un petit peu de sale ambiance parce que malgré tout, hier, on a vécu un beau match. Mais c'est un point quand même. Je ne vois pas d'autres équipes aujourd'hui viser la Ligue des Champions avec ce genre de système offensif où tu as 2 joueurs et demi, on va dire, qui sont très en deçà des autres en termes de travail défensif. Et encore une fois, je le redis, Neymar compense énormément parce que lui, pour le coup, il fait un vrai travail par rapport à ça. Il se sacrifie pour les 2 autres. Mais si Mbappé et Messi, s'il n'y a pas un des 2 aussi qui se sacrifie dans les gros matchs, moi, je reste inquiet malgré tout. Voilà, désolé d'avoir plombé l'ambiance. Non, mais après, moi je trouve qu'Mbappé, en termes de repli défensif et d'effort, je pense que c'était un peu mieux quand même hier. Mousse, tu peux pas dire pas hier, Mousse, pas hier. C'est le joueur qui a le moins couru hier. Mais non, oui, Mousse, tu peux pas dire ça hier. J'essaie de lui trouver un petit truc positif. D'ailleurs, il y a pas mal sur le chat aussi des coms sur Mbappé. Alors, il y a Non-Stop qui nous dit Mbappé, quand il est dans un bon jour, il fait des efforts pour les autres. Quand il est frustré, il fait ses caprices, à vouloir partir, arrêter et tout faire tout seul. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Impatient de voir Nuno revenir pour aider Mbappé. Notre côté gauche va être incroyable. Voilà ce qu'on peut dire. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Sinon, il y a Yacine, c'est l'encyclopédie du foot. Analyse toujours franche et pertinente. Respect Yacine, change rien frérot. Alors, si tu payes des gens de ta famille pour venir faire des coms, c'est pas très fair play, Yacine. On a reconnu évidemment ton petit frère.
Mais merci. Attends, déjà, c'est des mecs qui s'appellent Yas qui lui posent des questions, tu trouves pas ça louche? Je me demande, Nico, est-ce que tu crois que Yacine est capable de s'auto-poser des questions sur le live? De s'auto-poser des questions, non, mais de s'auto-lancer des fleurs, oui, sans aucun doute. Oui, on connaît. C'est vrai que c'est pas quelqu'un qui est très humble. C'est vrai, Nico, tu as raison de le signaler. Avant de passer à Messi, comme tu parlais de Neymar, et on clôturera sur Messi, et on clôturera le live sur le ticket play, c'est ce qui s'est passé hier en tribune. Tu l'as dit, Nico, Neymar a encore un gros match. C'est le deuxième joueur qui a parcouru plus de kilomètres. Lors de la rencontre, les stats s'affichent. Il a joué toute la rencontre, l'ami Neymar. 2 passes décisives, 4 tirs dont un cadré, 97 ballons touchés, un dribble réussi sur 3, 5 duels gagnés sur 13, là c'est moins bon, 19 ballons perdus, ça on a l'habitude, un seul ballon récupéré. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, Nico. Il a eu un peu de mal à rentrer dans le match au tout début de match. Il a souvent, parfois, un peu exagéré, porté un peu trop le ballon. Par contre, il y a un truc qui ne change pas chez lui. D'abord, c'est les efforts, ça tu l'as dit. Et c'est aussi sa fantastique qualité de passe. Et on l'a encore vu hier, Nico. Ouais, même le coup de rein est revenu, franchement. Il est vraiment en forme. Je me demande s'il ne se passe pas un événement important le mois prochain pour qu'il soit autant fit, l'ami Neymar. Mais non, il fait un bon début de saison et il confirme. Il y a eu un petit coup de moins bien, je trouve, il y a 3-4 matchs où il est un petit peu tombé dans ses travers, ça allait un petit peu moins bien. Ça a d'ailleurs coïncidé avec le moment où le PSG jouait moins bien au ballon. Et là, là hier, c'était le Neymar de gala hier. En plus, il a obtenu le carton jaune qu'il voulait obtenir pour pas être potentiellement suspendu pour le 8e. Celui-là, je peux t'affirmer qu'il était préparé à l'avance. Ouais. Il a été le chercher, celui-là, Nico. Ouais. Il a pas bougé devant l'arbitre jusqu'à ce qu'il lui colle le jaune. Ouais, je pense qu'il a été briefé par Verratti au camp des loges depuis 2 jours là. Marco, il va expliquer comment faire et là, il attendait que ça, quoi. Et, tu sens qu'il a 2 doigts de serrer la main de l'arbitre quand l'arbitre sort le carton. Donc, ouais, c'était voulu, évidemment. Non, c'était du grand Neymar hier. C'était du grand Neymar, pareil. Ouais, il a une vision du jeu qui est hors norme. Il a une qualité technique. On va se répéter sur Neymar. Et puis, voilà, je l'ai suffisamment dégommé ici pour, quand il n'était pas bon, pour faire ses louanges quand il est fort. Le Neymar qu'on voit depuis le début de saison, il est vraiment exceptionnel. Et moi, j'espère qu'on va le voir jusqu'à la fin de la saison comme ça, parce que avec un Neymar comme ça, le PSG peut effectivement espérer de grandes choses cette saison. Et en tout cas, hier, c'est un régal de voir un joueur comme ça, autant sur les dribbles que sur le moment de la passe. Enfin voilà, on parlait de l'intelligence de jeu d'un Bernat ou d'un Fabian Ruiz. Voilà, là on est encore un niveau au-dessus. Neymar et le football quand il est comme ça, donc on n'aura pas grand-chose à dire. Je peux même pas le saquer aujourd'hui, tu vois, je suis triste. En tout cas, c'est vrai que tu dis que tu as beaucoup défoncé. Je dirais même que tu as manqué de respect à sa carrière, Nico, et c'est pas bon. Ouais, plus auprès du chemin du roi, du coup, j'envisage de rejoindre. J'étais à 2 doigts de mettre le hashtag dans ma bio Twitter, puis finalement, j'ai eu un petit moment de lucidité, mais s'il nous fait gagner la Ligue des Champions, promis, je mettrai le chemin du roi dans ma bio Twitter pendant 1 semaine. Il y a Tuck Dubourg, très beau pseudo. Tuck Dubourg, c'est encore un Versaillais, ça. Peu importe les pourquoi, il aurait pu jouer à bas régime pour pas se blesser et il se donne à fond sur chaque match depuis le début de saison. C'est effectivement ce qu'on avait remarqué sur Neymar. Et là, c'est vrai qu'on peut même pas dire qu'il se restreint ou qu'il s'économise pour la Coupe du Monde. Franchement, il donne tout, Yacine. Toi aussi, depuis la tribune presse, tu as dû apprécier notamment sa qualité de passe hier. Comme je le disais, il fait un bon match, malgré un début de rencontre un peu difficile. Parfois, il porte un peu le ballon un peu trop souvent, il devrait la lâcher. Il y a eu aussi quelques erreurs, notamment sur une action, il fait la percée et je crois qu'il a Vitinha à gauche et Mbappé et il tarde à la donner et puis il se fait reprendre par le défenseur Yass. Ouais, alors, pour revenir tout de suite sur cette action, je l'ai revue bien comme il faut parce que j'ai échangé avec des gens et il y en a qui disent « Ouais, il ne voulait pas la donner à Mbappé ». Alors, en fait, je ne pense pas du tout. Je pense réellement qu'il veut la donner à Mbappé et je pense qu'il attend le bon moment. En fait, il attend l'appel franc d'Mbappé pour y aller. Lui, il veut fixer au maximum pour libérer Mbappé. Et en fait, il est entre les deux jusqu'au bout de l'action. Et si vous regardez bien, au moment où il est contré, c'est le moment où il lève la tête pour regarder Mbappé, pour peut-être un signal, tu sais, genre en gros, mais vas-y. Et en fait, dans ce temps-là, il est contré.
Mais je pense réellement qu'il était dans l'idée de la donner. Il attendait le bon moment. Voilà, il s'est trompé. Bon, ça arrive. Maintenant, sur le reste, oui, mais moi, ce que j'aime, c'est quand il est. Alors, évidemment, pas les quelques fois où il fait je garde la balle et je joue avec mon corps et je m'amuse. Mais quand il est dans je contrôle, je donne, j'aère le jeu. Enfin, Neymar, vraiment, c'est de la. Même si cette année, il est très bien et j'espère que ça va aller jusqu'au bout. C'est de la frustration parce que ce mec, il sait tout faire. Il a un jeu long, il a du jeu court, il sait éliminer, il sait finir. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'est ce joueur normalement et de ce qui nous a. Alors, j'enlève les 2 premières saisons, mais de ce qu'il nous a offert pendant 3 ans, en fait, par alternance. Voilà, des fois, tu avais l'impression que c'était bien, il revenait bien, et puis d'un coup, c'était n'importe quoi. Voilà, il sait faire tellement de choses que c'est frustrant. En tout cas, on va profiter de ce qu'on voit maintenant parce qu'aujourd'hui, il est dans le respect du jeu. Et je pense aussi que, bon, ça par contre, le côté je travaille, moi, je l'ai toujours dit, même quand il était moins bien, il a toujours travaillé. Alors, avec plus ou moins d'efficacité, mais il a toujours travaillé. Là, je pense que le positionnement, il lui va aussi bien parce que il est dans l'axe et il peut s'adapter à ce qui se passe avec Messi, avec Mbappé. Il peut un peu décrocher. Yacine, on peut le dire, hein, tous les 3, ils ont quand même beaucoup de liberté devant. Mais bien sûr. Et c'est ça. Et donc, cette liberté aussi à lui, elle lui permet, parce qu'il a retrouvé des jambes, attention. Il est capable maintenant d'éliminer sur du 1 contre 1 plus que les 2 dernières saisons. Mais malgré tout, il est bien là dans ce rôle. Moi, j'aime bien parce qu'il vient en relais parfois pour les sorties de balles. Il est parfois plus haut à la finition, parfois plus haut à la passe décisive. Voilà. Donc, écoute, on a du très bon Neymar. On voit qu'il a investi. Maintenant, j'espère que ça continuera déjà jusqu'à la fin de la saison et qu'il n'y aura pas de pépins, etc. J'ai un peu peur. Alors, il y a peut-être la Juve parce que tu joues encore la première place. Mais j'ai un peu peur qu'on soit arrivé au bout de la saison pré-Coupe du Monde avec ce match. C'est-à-dire qu'il fallait faire le taf. Tu as fait la différence de but, tu as battu la Haïfa. Là, il y a quand même 3 Auxerre qui vont se présenter en championnat. Bon, il y a Lorient aussi. La Juve, mais finalement, tu ne joues pas ta qualif, tu joues que la première place, qui est importante, mais c'est la première place. La Coupe du Monde qui se rapproche de plus en plus. Voilà, celui qui disait, en tout cas, il ne calcule pas ses efforts, c'est vrai. Bon, j'espère que ça va aller jusqu'au bout des 3-4 derniers matchs parce que là, on se rapproche de la Coupe du Monde. Et même pour tout le monde, quand on voit le tac que prend Mbappé hier, bon, les joueurs, ils vont quand même commencer à je ne parle pas que de Neymar, là, de tout le monde. Il faut quand même commencer à flipper parce que hier, Mbappé, le tacle, déjà, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas rouge, puisqu'apparemment, il y a la VAR. Il passe pas loin quand même de la catastrophe. Donc voilà. Après, effectivement, Neymar est suspendu contre la Juve, comme l'a dit Nico. Il est allé le chercher pour pas rater le 8e de finale. Et c'est très bien. J'avais un commentaire sur Neymar que je voulais vous lire, mais je l'ai perdu. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est Gaël Pascal qui dit, on la connaît, hein, Gaël, elle n'aime pas trop qu'on critique Neymar, et donc là, le défend en disant que, faut que je retrouve il est en dépression. Voilà, Neymar était en dépression l'an dernier, il avait besoin d'aide et est heureux cette année. C'est le joueur le plus créatif, le plus complet, le plus intelligent du monde, je l'adore. Voilà, c'est quelqu'un de très objectif, donc j'ai quand même passé son com parce qu'il faut aussi qu'on mette en avant les défenseurs de Neymar. Et de toute façon, il a fait un très bon match et il a raison de le défendre. S'il avait eu cette intelligence par rapport à son âge, s'il avait fait ça à 25 ans, c'était Ballon d'Or direct et Ligue des Champions pour nous. Après, les blessures, c'est pas toujours sa faute, mais le Neymar virevoltant avec cette attitude aurait été tellement fort chez nous. Et ça, c'est Steph Berardo qui met le sur le live. Oui. Juste mousse là-dessus. Pour ceux qui se rappellent de la Coupe du Monde 2014, Neymar à la Coupe du Monde 2014, il est juste extraordinaire. Il a 20 ans. Et il porte l'équipe du Brésil et il est vraiment extraordinaire. Donc, je ne pense pas que ce soit une question d'âge. C'est plus une question de parcours qui, à un moment donné, l'a perdu sur son chemin que d'âge. Parce qu'à 20 ans, il est monstrueux dans l'attitude, dans la maturité. Et sa Coupe du Monde, s'il n'y a pas sa blessure, elle est juste énorme. Après, honnêtement, ce qui est dommage, vous me direz un mot là-dessus, hein, mais ça concerne aussi Messi. Franchement, après un match comme ça, continuer encore les bouderies et ne pas aller saluer le public, moi je trouve quand même que c'est dommage. Ça aurait pu clôturer une belle soirée.
encore une fois, ils n'ont pas été salués les supporters et je trouve ça vraiment dommage. Alors effectivement, évidemment, il y a eu des banderoles très très dures de la part du collectif Ultra Paris, mais il faut se rappeler aussi que c'était Neymar qui a voulu partir en 2019, qui avait insisté pour son départ. Bon, aujourd'hui, il est là, il est heureux, tout va bien, il s'éclate. C'est dommage qu'il n'ait pas salué le public. Un mot là-dessus, Nico ou... C'est dommage parce qu'effectivement, si tu étais au Vélodrome à la 75e, le stade est vide, donc c'est pas grave, tu peux ne pas les saluer. Le parc hier, il était quand même plein et ouais, c'est dommage. C'est dommage. Après, je me mets aussi à leur place. Au bout de 2 ans, me faire traiter de tous les noms, est-ce que j'ai envie d'aller saluer les mecs, tu vois? Bon, ça reviendra. Écoute, c'est pas. J'ai envie de te dire, moi, je m'en fous. Je préfère avoir des mecs bons sur le terrain qui se barrent au coup de sifflet final que des tocards qui viennent me saluer et limite s'excuser d'avoir été nul. Donc, moi, c'est pas un sujet sur lequel je suis un bon client parce que je m'en fous un peu, j'avoue. Vers la fin, j'avais l'impression que tu parlais d'Adrien Rabiot, mais bon, peut-être que je me trompe. Adrien Rabiot, c'est un duc, donc je peux pas trop le critiquer. Hein. C'est vrai qu'il est. Ah oui, bah oui, il est pas loin de chez toi, lui. C'est la famille. C'est la famille. C'est ça. Yacine, là-dessus, sur le lien de Messi et de. Alors, Messi, ça date de la saison dernière, parce qu'il avait été sifflé et donc il a toujours en travers la gorge. Neymar et les ultras, on va dire, parce que les autres supporters du parc, on va en reparler tout à l'heure, n'ont pas de problème, ils célèbrent, enfin, ils scandent son nom quand il marque un but. C'est plutôt avec les ultras qu'il y a un souci. Ouais, et alors moi je vais être clair, évidemment que dans l'absolu, on aimerait que tous les joueurs. D'ailleurs, je rappelle quand même que tous les joueurs, on parle beaucoup de Messi et de Neymar, mais en fin de match, il y a 10 joueurs qui vont saluer le public. Hein. Donc il y en a quand même une dizaine qui ne sont pas là, quoi. Donc déjà, il n'y a pas que Messi et Neymar. Évidemment, dans l'absolu, on aimerait que les joueurs viennent saluer le public parce que le public fait des efforts et là, etc., etc. Moi, je vais les défendre là-dessus. L'année dernière, après l'élimination du Real, ils ont voulu, les supporters, faire un exemple. Ils avaient sifflé que Neymar et Messi. Rappelez-vous ce que j'avais dit à l'époque, il fallait siffler toute l'équipe. OK pour le symbole, mais le symbole, à ce moment-là, tu t'en fous. C'est l'équipe qui était éliminée. Tu t'en es pris à 2 joueurs. Bah, moi, je considère que ils ont encore la rage de ça. Et ben, j'ai pas de problème. Et à la limite, je préfère les voir faire ce qu'ils font sur le terrain et pas venir saluer le public que en avoir rien à foutre de l'équipe et de pas jouer sur le terrain et faire semblant de venir saluer le public à choisir. Voilà. T'as voulu faire 2 exemples, et ben eux maintenant, voilà. J'espère qu'après la Coupe du Monde, ça changera parce que malgré tout, à un moment donné, tu peux pas. Enfin, je veux dire, on est dans le football, tu vas pas tenir rigueur ou avoir de la rancœur pendant 3 ans, 4 ans dans le club dans lequel tu évolues. Maintenant, si ça va jusqu'à la Coupe du Monde, ça va jusqu'à la Coupe du Monde. Après, faut quand même après que ça change un peu parce que c'est mieux pour tout le monde. Mais moi, franchement, je les comprends. Honnêtement, je les comprends. Eh ben, tu as bien changé, Yacine. Hein. Il est bien loin, le casse-toi de mon club. Il est bien loin. Ouais, parce que c'était plus sur le comportement sur le terrain. Évidemment, je te taquine, mon ami Yass. D'ailleurs, tu vois, il y a beaucoup de commentaires. Alors, je vais tous les lire. Hein. Il y en a que pour Yacine, hein, Nico. Hein. Désolé. C'est la famille, hein. Arnaud Ben, merci Yacine. Redil Sauvage, oui, voilà. Yacine a toujours raison, je l'adore. Plus un Yacine, merci Yacine. Il y a Yacine, épouse-moi. Non, je rigole. Donc voilà. Allez, pour clôturer, pour parler que du terrain, on va. Juste 30 secondes. Parce que pour une fois que je vais dire du positif de Messi, on est obligé de parler du match de Messi, parce qu'on a parlé des 2 autres. Justement, Yacine, tu m'as parlé, j'allais parler de Messi là. Parce que tu as dit pour terminer, parce que. Non, parce que tu ne m'as pas laissé finir. J'ai eu peur. J'ai dit pour terminer sur le terrain. Incroyable, c'est Yacine. Voilà, 3-4 commentaires positifs, il s'enflamme. Ça y est, il ne veut plus me laisser parler. Non. Je disais donc, mon ami Yacine, pour terminer sur la partie terrain. Voilà. On va évidemment évoquer le fantastique match de Léo Messi. Nico, pareil, un peu comme Neymar, les 10 premières minutes un peu difficiles. Par contre, après, une fois qu'il était lancé, l'ami Messi, ça a été incroyable. Incroyable dans la conduite de balle, dans les passes, dans sa vision du jeu. Et ce petit bijou, ce bonbon, Nico, ce petit extérieur du gauche. Et tu as aussi le but où il élimine le gardien. C'est fantastique. C'est fantastique, Nico. Ouais, on n'est pas meilleur joueur du monde pour rien. Hein, et qu'est-ce que je te dis de plus sur lui? Hier, il fait un grand match, des grands gestes.
belle complémentarité avec les deux autres et tu sens qu'ils s'amusent. Voilà, c'est ça surtout qui a changé par rapport au Messi de l'an dernier, c'est que tu sens qu'il était. Alors je ne sais pas si Neymar était en dépression, peut-être qu'il avait plus assez à picoler au barbecue avec Icardi, je ne sais pas, mais en tout cas, celui qui était vraiment en dépression l'an dernier, c'était Messi. Là, pour le coup, il n'y a aucun doute là-dessus. Il a mis beaucoup de temps à se remettre de cette arrivée au PSG. Et cette année, on sent un joueur qui est juste un peu, je ne vais même pas dire libéré, c'est juste qu'il est heureux. Alors, je pense que quand tu vois partir Pochettino, tu es heureux, quelque part aussi. Donc, ça peut justifier rien que ça. Mais voilà, il a pris ses marques. Il prépare aussi la Coupe du Monde, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a tout un contexte qui fait qu'on revoit un grand Messi. Il a été bon. Après, je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que le PSG peut gagner la Ligue des Champions avec un Mbappé et un Messi qui ne font même pas 15 km en cumulé à deux? Voilà, la question pour moi, elle reste vraiment brûlante. En tout cas, ça fait du bien de voir ce genre de joueurs au parc parce que c'est. Voilà, je ne sais pas si les gens mesurent bien la légende qui porte actuellement le maillot du PSG. Je ne suis même pas dans le débat qui est le meilleur de tous les temps, avec Cristiano, avec Pelé. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas tout ça, mais voilà. Messi est un extraterrestre du football. On a beaucoup de chance quand même, je trouve, de l'avoir au PSG. Et le Messi qu'on voit depuis le début de saison fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, je pense que tout est dit. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match d'hier. En tout cas, bon match hier. Mais il y a un commentaire, Nico, qui va te faire plaisir. C'est Ricky Biggie qui nous dit la dépression de Messi, enfin, le fait qu'il ne soit pas bien à son derrière, c'est parce qu'il a découvert Anne Hidalgo. Voilà. Et ouais, mais s'il avait été un peu plus fufute, il aurait demandé qu'on lui privatise une voie du périph pour ses déplacements et puis il n'y aurait pas eu de souci, tu vois. Il n'a pas dû le demander, ça. Alors, Yacine, tu peux y aller sur Messi, c'est à ton tour. Tu as le temps. Voilà. Ne t'énerve pas, surtout. Écoute, moi, hier, c'est la même chose qu'Mbappé. Ça veut dire qu'en fait, ce que j'attends de Messi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut me sortir ses stats et tout, il n'y a pas de problème. Hein. On peut vivre que des stats en me disant il a marqué, tiens, Ajaccio, il a marqué 2 buts, machin, un but de passe décisive. Voilà. Moi, ce que j'attends de Messi, en fait, c'est ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire que quand il faut lancer Hakimi, il lance Hakimi. Quand il faut aller chercher des petits relais à l'intérieur avec Ruiz ou Vitinha, il le fait. Quand il faut jouer avec Mbappé, c'est Mbappé. Quand il faut jouer avec Neymar, c'est Neymar. Il a respecté le jeu. Alors, évidemment, si on veut être un peu pointilleux, je trouve quand même qu'il a un peu disparu au cœur de la deuxième mi-temps. On l'a moins vu. Alors un peu comme toute l'équipe au début de la deuxième parce que ils sont pas revenus des vestiaires comme régulièrement depuis plusieurs semaines. Mais voilà. Mais après il a été juste parce que encore une fois il n'a pas forcé ce jeu à l'intérieur. Voilà. Franchement les deux passes sur Hakimi elles peuvent sembler logiques, anodines, machin. Mais quand on se rappelle tout ce qui s'est passé depuis 1 an et demi, c'est pas anodin. C'est les deux passes sur Hakimi, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le jeu. Voilà, ok, j'ai vu, l'ouverture, elle est là, je joue avec Hakimi et je ne vais pas chercher quand même Mbappé dans l'axe parce que le jeu, moi, j'aime aller dans l'axe, fixer dans l'axe comme à Barcelone, etc. Maintenant, sur le reste, c'est que évidemment qu'il y a l'adaptation. On peut rajouter aussi l'histoire du Covid. Rappelez-vous, hein, que l'année dernière, Messi il a le Covid et il dit qu'il a eu un Covid long et qu'il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Donc, c'est pas rien. Il y a le plaisir et tu vois, on parle souvent, c'est marrant parce que dans le foot, on parle souvent, ouais, le résultat, il n'y a que ça de vrai. Mais hier, quand vous voyez les joueurs, quand vous voyez les visages des joueurs, quand vous voyez l'attitude des joueurs, et en plus, comme par hasard, la solidarité que ça engendre, le respect du jeu, etc. En fait, il va falloir comprendre un jour que le foot, même si ça brasse de l'oseille, même si les mecs gagnent beaucoup d'argent, et qu'évidemment, l'objectif final, c'est d'avoir des titres, le foot, ça reste un métier passion, plaisir. Donc, du coup, hier, ils ont pris du plaisir. Depuis le début de saison, Messi a l'air de prendre du plaisir. Et en fait, c'est tout à fait logique qu'ils soient tous mieux. Parce que c'est ça le football. On va dire les matchs sans plaisir, c'est les matchs, les finales, où parce qu'il y a la pression, parce que tu es au bout et que dans 90 minutes, tu vas remporter le titre. Mais sur 60 matchs dans la saison, il y a au moins 45 matchs où la notion de plaisir, elle est importante.
Et oui, dans son attitude, dans son visage, dans son expression corporelle, je trouve qu'il y a quelque chose de changé avec Messi et c'est logique que ses prestations soient bien meilleures que la saison dernière. Merci As. Peut-être un mot, vraiment un mot court, hein, parce on doit être à plus d'une heure et demie. Ouais. Et je tenais vraiment à remercier tous ceux qui sont sur la live. On a été en moyenne plus de 200 tout au long du live. Merci beaucoup. Merci encore à vous. Un mot sur notamment sur l'entrée d'Ekitike, Hugo Ekitike. Et je trouvais aussi la bonne entrée de Zahir Emery. C'est vraiment un joueur prometteur, Nico. Bah ouais, il a 16 ans. Ouais, on peut parler d'un joueur prometteur, ouais, effectivement. Ouais. Non, mais je veux dire, enfin, c'est pas une question d'âge, là. Il aurait pu rentrer, être mauvais, mais tout ce qu'on a vu de lui jusqu'à présent, c'est plutôt bien. C'est ça que je voulais dire, Nico. Bah, c'est pas les paroles. C'est un des. Si ce n'est pas Je le. vous laisse 2 secondes, hein, continuez. Qu'est-ce que tu dis? Je vous laisse 2 secondes, continuez. Ah, ça y est. Donc, monsieur s'en va comme ça au milieu du live. Excusez-le. Ouais, donc évidemment que c'est un grand joueur en devenir. Bonne rentrée hier, effectivement. Après, sur Ekitike, c'est pareil, j'ai trouvé que c'était une entrée assez intéressante. Alors, bien aidé par le contexte, évidemment. C'est plus facile. Je sais pas, je ne me rappelle plus quand il rentre, s'il y a déjà 5, 6 ou 7 buts, je ne me souviens plus exactement. Mais, il y a 6. 6 déjà, ouais. Donc évidemment que c'est plus facile de rentrer dans ce genre de contexte. Ça passe par là, je pense, l'adaptation d'Ekitike au PSG. Ça passe par ce genre de rentrée quand le match est plus simple. C'est dommage qu'il ne marque pas sur son face-à-face avec le gardien. Il rate son contrôle. Mais en tout cas, c'est une entrée encourageante. Après, Ekitike, je crois qu'il faut que les gens comprennent bien que c'est un joueur en devenir qui a été acheté pour les saisons prochaines. N'attendez pas que Galtier fasse de lui un potentiel titulaire avant la fin de la saison ou que Ekitike soit sur le terrain sur un quart ou une demi de Coupe du Monde, hein, de Ligue des Champions, pardon. Donc, t'as du mal avec son nom, hein, c'est pas. Ouais, mais je l'ai marqué en plus, j'ai un post-it sur mon écran. Regarde. Mais toi, j'ai une traviole. Ekitike. Ouais, non, mais je vais lui trouver un surnom. Ce sera appelle-le par son prénom, Hugo, c'est peut-être plus simple. Ouais, ou Titi, je vais appeler Titi. Ça vous va, Titi? Un mot, Yacine, sur les entrées, enfin, notamment, parce qu'on peut parler de Sarabia, parce qu'il n'a pas. Voilà, c'était plutôt pas chose. Solaire, il met un but quand même. Il rentre, d'ailleurs, il rentre encore à un nouveau poste. Hein, il a été relayeur droit. Mais il met quand même son but, mais plutôt sur Ekitike et Zahir Emery. Mais en fait, je trouve que hier, après, il y a le contexte, c'est toujours comme ça. C'est pour ça que on aimerait que le PSG plie les matchs plus tôt pour offrir du temps de jeu un peu plus important à ces joueurs-là, parce que c'est là que tu apprends, c'est là que tu progresses, c'est là que tu prends de la confiance. Le but de Solaire, il peut paraître anecdotique, parce que c'est le 7e. Mais quand tu fais les prestations qu'il a et le peu de temps de jeu qu'il a depuis le début de saison, c'est le genre de moments qui te font du bien au moral, qui te remettent un peu dedans, qui te redonnent de la confiance, qui te disent que tu n'es pas là par hasard, que voilà, même si c'est le 7e but. Évidemment que un but d'Ekitike, ça aurait fait du bien pour lui aussi. Le temps de jeu de Zahir Emery, voilà, tu rentres en Ligue des Champions, c'est pas rien, c'est le plus jeune joueur de l'histoire du PSG à être rentré en Ligue des Champions. Donc, c'est pas rien. Et d'ailleurs, Galtier en a parlé aussi en conférence de presse en disant voilà, je voulais le faire rentrer, c'était prévu parce que déjà parce qu'il le mérite, parce qu'il travaille bien, parce qu'il est sérieux, parce qu'il progresse, parce qu'il a montré, mais aussi pour envoyer le signal aux jeunes que oui, même si on est jeune au PSG, on peut avoir du temps de jeu et on peut réussir. Voilà. Donc, c'est tout ça. Et c'est pour ça que des fois, c'est aussi frustrant les prestations parisiennes parce que tu te dis, si vous faisiez un peu plus, vous offririez un peu de temps de jeu aussi à vos potes, à vos coéquipiers, à des jeunes. Donc voilà. Maintenant, je trouve qu'hier, c'était le contexte parfait. Tout le monde est bien rentré dans son match. Quand ils sont rentrés, il y a encore eu des occasions. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas rentrés en disant il reste une dizaine de minutes, on va essayer de tenir. Il y a déjà 6-2. Non, ils sont rentrés en disant voilà, on continue à jouer et il y a encore eu des occasions. Donc c'est positif pour la suite et positif aussi en vue du match de 3 qui arrive parce que le match de 3, il va être très compliqué à gérer. Pas parce que c'est 3, mais parce qu'il arrive après un match de Ligue des Champions où tu es qualifié et où on se rapproche de la Coupe du Monde. Samedi à 17h, voilà, tout peut être un peu compliqué.
Allez, un dernier c'est mon ami Mbaku First, Djibril. J'ai toujours pas eu de nouvelles, mon ami. Tu m'envoies un message quand tu veux. Qui dit: hier, tout était parfait, efficacité, respect du jeu, match vite plié et les jeunes qui rentrent. J'ai pris mon pied hier. Voilà pour résumer. Allez, on va prendre 5 minutes, mais de toute façon, c'est un sujet sur lequel je pense on va revenir après dans un podcast et on va en parler un peu plus longtemps. On laisse Yacine brancher son chargeur avant que ça coupe. Ouais, il n'y a plus de batterie. Oui, évidemment, évidemment. Tu vois, tu n'es pas comme Bernat, tu n'es pas dans l'anticipation. Voilà, c'est comme ça. Par contre, les petits fours hier, ils étaient bons parce que Yacine, il a pris un peu au niveau du bide là. Même les joues, tu vois. Même ici. C'est pas hier, ça. Je sais pas ce qui s'est passé là, mais là, moi, j'étais resté sur Yacine qui préparait le semi-marathon ou je sais plus quoi là. Ouais, j'ai arrêté là. Si c'est un semi-marathon, c'est un semi-marathon culinaire. Hein. Ce sera pas. D'ailleurs, Yacine, non, moi qui étais en tribune presse avant toi, quand j'habitais encore à Boulogne-Billancourt, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, c'était mieux qu'en Ligue 1. On mangeait mieux. Je confirme. C'est toujours mieux. Voilà, très bien. Allez, on va aborder le sujet de ce qui s'est passé hier dans les tribunes. Et notamment la tribune Boulogne, et je crois qu'il y avait lancé ce qu'on appelait la tribune K, c'est ça, Yacine, ouais. Qui a été envahie par les supporters d'Haïfa. Alors, ça n'a rien à voir avec les supporters d'Haïfa, hein. Tant mieux pour eux s'ils ont réussi à avoir. C'est plutôt au club qu'on en veut, messieurs, parce que normalement, ça ne doit pas arriver, notamment dans une tribune historique comme celle de Boulogne, quand on sait qu'il y a certains supporters qui essaient de recréer une ambiance en tribune Boulogne, d'avoir un vrai COP, de faire revivre cette tribune qui, je le rappelle, hein, c'est la tribune historique, parce que Auteuil a été créé juste après. Et quand on sait que le club, pour l'instant, les en empêche, ils ne peuvent absolument pas se réunir dans cette tribune. Tout est fait pour qu'il n'y ait pas d'ultra dans cette tribune. On préfère privilégier les touristes, les supporters occasionnels, on va dire. Et dans un match de Ligue des Champions où tu sais qu'il y a beaucoup de supporters qui soient anciens, qui soient récents, peu importe, hein, qui voulaient assister à ce match et qui n'ont pas pu avoir de place. Et tout ça, en fait, c'est à cause du système qui a été mis en place qui s'appelle Ticket Place, où les gens qui ont des abonnements peuvent revendre leur place. Et d'ailleurs, le PSG prend une commission dessus. Hein. C'est aussi une belle manne financière pour le club. Et du coup, tu te retrouves avec… alors là, c'était des supporters d'Haïfa qui ont, semble-t-il, acheté beaucoup de place. Mais même en dehors de ça, hein, même en Ligue 1, tu as des touristes, tu as des amateurs de foot, mais pas forcément des supporters. Et hier… ils étaient archi nombreux, Nico. Ils ont craqué des fumigènes. C'est comme si j'étais chez eux, quoi. Feux d'artifice, etc. Et toi, Nico, qui va de temps en temps parfois au parc, tu nous disais déjà que même dans les tribunes latérales, hein, tu te tournais, tu avais un touriste chinois. Devant toi, c'est un touriste mexicain, etc., etc. C'est quand même aberrant ce système. Et est-ce que le PSG a tant besoin d'argent pour mettre ce système en place? Parce que je le rappelle, il prend une commission là-dessus. Sur ce sujet de la revente des places, je crois qu'il y a deux choses qui vont pas. Il va falloir un jour effectivement se pencher dessus. La première aberration, c'est tous les gens qui réussissent à récupérer des abonnements en début de saison uniquement pour spéculer sur le prix des places et les vendre tout au long de l'année. Donc ça, c'est déjà un problème parce qu'effectivement, tu empêches des vrais supporters d'être présents. Alors après, pouvoir vendre sa place quand on n'est pas là, c'est pas un problème. Moi, j'ai un copain qui a 2 abonnements. Tu vois, là, typiquement, sur ce match-là, il n'était pas là, il m'a proposé, moi, je ne pouvais pas y aller, donc du coup, il a vendu ses places. Le souci, et c'est là où on va y arriver au deuxième énorme problème, c'est que les places sont vendues sans aucune vérification d'identité, en gros, de l'origine de la personne. Vendre des places hier dans la tribune Boulogne à, je ne sais pas combien ils étaient, entre 500 et 1000, je pense, supporters du Maccabi, c'est complètement irresponsable. C'est irresponsable parce qu'en fait, il faut que les gens comprennent bien. Les supporters du Maccabi hier qui habitent Paris, qui voulaient des places, ils n'ont pas cherché des places à Auteuil ou dans une latérale. Ils ont choisi des places à proximité du parkage de leur club pour pouvoir passer une soirée avec leurs supporters et avoir une ambiance sympa. Ce que je comprends largement. Donc du coup, ils prennent des places là où ils en trouvent et ils en trouvent à Boulogne ou dans la tribune juste à côté. Et il est là le problème. Il est là le problème parce que quand tu arrives, toi, en tant que supporter, avec ta place habituelle à Boulogne et qu'on t'explique, comme ça arrive à certains, que toute la première, je sais pas,
on va dire, les 50 premières rangées, elles sont uniquement réservées aux supporters israéliens. Comme ça, on les laisse à proximité des supporters officiels du club et puis ça évite les débordements. Évidemment que c'est un problème. C'est un problème, mais en même temps, c'est intelligent de faire ça aussi parce que imagine les supporters du Maccabi disséminés un peu partout dans le virage dans Boulogne. Ça pourrait être aussi un problème. Donc, ce système, il ne va pas. C'est une évidence. Il ne va pas parce que tu es en train de transformer progressivement le parc en lieu touristique parce qu'il y a trop de reventes, trop de gens qui achètent des abonnements pour pouvoir les revendre derrière. Et ces gens-là, je suis désolé, ils n'ont pas à avoir d'abonnement si on identifie ça. On est capable de voir qu'un mec vend sur 19 matchs dans la saison, il en vend 15 ou 16. Je suis désolé, un mec comme ça, il n'a pas à être abonné au parc. Et puis le problème aussi, et je pense plus grave, c'est qu'effectivement, on permet à des joueurs, à des supporters de toutes les équipes de prendre des places partout dans le stade. Et question de sécurité, c'est dangereux. Mais 50 supporters marseillais dans une tribune latérale où ils vont rencontrer 50 Parisiens un peu chauds, ça peut partir en couille, tu vois. Donc, en vrille, pardon. Donc voilà, ce système, il est calamiteux. Puis alors, dernier mot pour hier, je ne sais pas qui est-ce qui a fouillé les supporters du Maccabi Haïfa. Juste incroyable. Mais réussir à rentrer un feu d'artifice sur un match de Ligue des Champions, je pense que, à part avoir installé Gilbert Montagny à la fouille, je ne vois pas qui est-ce qui a pu s'occuper de ça. Donc, c'est un peu inquiétant au niveau sécurité. Je vous rappelle juste qu'il y a 3 semaines, un mois, il y a un supporter de Francfort qui a failli mourir pour une fusée dans la tronche à Marseille. Donc, écoutez, continuons à prendre des risques. Et puis, de toute façon, un jour, je vous le dis à chaque fois qu'on parle des supporters, un jour, il va y avoir un gros drame dans un stade. Ça ne saurait tarder, je pense, vu les débordements réguliers. Et puis, ce jour-là, on pourra dire on avait prévenu. Et puis, tant pis, qu'est-ce que je te dis. D'ailleurs, le match dont tu fais référence, là, le OM Francfort, le supporter va être jugé pour tentative de meurtre. Donc, c'est très, très grave. Et d'ailleurs, il y a eu une interruption de match au tout début, autour de la 2e, 3e minute, parce que vraiment, c'était abusé. Et effectivement, on ne comprend pas comment ils ont pu rentrer autant de fumigènes et d'engins pyrotechniques. Ça, franchement, c'est juste incroyable. Et d'ailleurs, Yacine, c'est vrai qu'il y avait eu le même problème pour Benfica. Benfica avait, je crois, il me semble, alors si c'était pas en tribune Boulogne, mais ils avaient réussi à acheter pas mal de places. Et on avait vu aussi le phénomène, c'était un match de je sais plus si c'était Ligue Europa ou Ligue des Champions à Barcelone, Yacine, où il y avait, je sais plus contre qui c'était. Francfort. C'était Francfort aussi, alors c'était la saison dernière. Alors, okay. Vas-y, Yacine, là-dessus, et puis après on va clôturer. Donc, je sais que tu voulais faire un véritable coup de gueule là-dessus, donc nous t'écoutons, Yacine. Ouais, parce que ce qui s'est passé hier, en fait, c'est juste un scandale, du début à la fin. Alors déjà, on va commencer par le début de la journée, mais où ça se passe que des supporters du club adverse avec les fumigènes aient le droit de défiler place de la Concorde? Non, mais nous, on n'a pas le droit de fêter un titre n'importe où dans Paris. Eux, ils viennent et ils défilent place de la Concorde. Normal. Non, mais on se fout de notre gueule ou quoi? Là, je crois vraiment qu'on se fout de notre gueule. Ensuite, il y a l'histoire du parc. Alors, moi, je veux bien l'histoire de Ticketplace, il n'y a aucun problème. C'est un scandale. Ticketplace, c'est un scandale. Si le PSG voulait réellement des supporters dans son stade, déjà d'une, il rouvrirait Boulogne aux vrais supporters. Et ensuite, il limiterait le nombre de reventes. Paris a essayé de le faire et ils l'ont fait qu'1 an et ils l'ont arrêté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux revendre tout ton abonnement si tu as envie, toute ta saison. Évidemment que Paris prend 34% sur la revente, donc c'est un business. Mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Mais il ne faudra pas chialer quand, il y aura d'autres problèmes. Il ne faudra pas chialer que ça manque d'ambiance dans les matchs importants. Parce qu'un stade, ce n'est pas juste des touristes qui viennent du monde entier acheter leurs 2 maillots et leurs porte-clés. Ce n'est pas ça un stade. Un stade, c'est aussi la ferveur, c'est l'ambiance. Parce que l'ambiance aujourd'hui, elle vient que d'Auteuil. Alors, de temps en temps, ça répond un peu de l'autre côté. De temps en temps, les tribunes latérales, quand il y a un moment un peu chaud du match, ça bouge un peu. Mais globalement, ça vient que d'Auteuil. Et là, désolé, le hashtag boomer, mais ceux qui ont connu le parc des années 90, évidemment que le parc, il faisait un bruit, c'était monstrueux. Et oui, c'est de ça qu'on a envie quand on va au parc aussi. On a envie d'un stade qui fait du bruit. On a envie que l'adversaire se dise ah ouais, quand même, c'est chaud. Mais on a aussi envie que les joueurs se sentent poussés. Parce qu'aujourd'hui, avec la sécurité, malgré tout, les stades, c'est plus des traquenards. Donc ce n'est pas les joueurs adverses qui sont sous pression d'une ambiance de stade.
À la limite, ils sont ah ouais, c'est beau et tout, mais c'est plus pour pousser tes joueurs. Voilà, quand il faut aller faire une dernière course, etc. Bref, pour revenir là-dessus, l'histoire de Ticket Place, elle a bon dos. Parce que quand les supporters d'Haïfa sont arrivés, ils étaient encadrés. Donc moi, qu'on ne vienne pas m'expliquer qu'il y a des mecs éparpillés dans le stade qui se sont retrouvés, à qui on a dit « Venez tous, on va vous rassembler quelque part », c'est pas vrai. Ils ont, faut regarder, il y a eu la maire d'Haïfa qui a envoyé un courrier à la maire de Paris pour essayer justement, parce que c'était déjà prévu, qu'il y ait environ 5000 supporters d'Haïfa qui aient des places et qu'il fallait mieux les gérer, etc. Donc on leur a trouvé des places ensemble, effectivement, pour raison de sécurité, pour bien les gérer, mais c'est inadmissible. Hier, il y a des mecs à Boulogne qui étaient à leur place et à qui on a dit « Non, non, vous venez pas. Vous trouvez une place ailleurs. Ici, c'est Haïfa. » Mais est-ce qu'on se rend compte qu'heureusement que le public du parc, il a changé? Parce qu'il y a 15 ans, tu faisais ça, mais je te jure que le match, il n'y avait pas match. Voilà. Il n'y avait pas d'histoire de Après, Yacine, dégager. Ouais. Yacine, à l'époque de la tribune Boulogne, que ce soit 90 ou 2000, je ne suis pas sûr que les supporters israéliens auraient insisté pour entrer dans la tribune Boulogne, si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et bon, c'est malheureux parce qu'il y avait aussi des choses très graves. Hein. Oui, mais je veux dire, à un moment donné, ce n'est pas possible. Voilà. C'est pas possible de dire aux gens OK, venez dans notre stade et vous venez avec les fumigènes. De toute façon, ils n'ont pas été fouillés. Voilà. Je vous le dis, moi, vous pouvez aller vérifier, ils n'ont pas été fouillés. Ils sont rentrés dans le stade directement. Donc, vous venez dans le stade, dans notre stade, vous êtes chez vous, vous mettez l'ambiance que vous voulez, vous allumez les fumigènes. Je vous rappelle que le match, il a été arrêté à cause d'eux. Je ne vous dis pas le bordel si ça avait été dans l'autre sens. Bref, le comportement des dirigeants, il est inadmissible. Voilà. Ça commence à bien faire. Il y a des gens qui aiment ce club, il y a des gens qui ont envie d'aller au stade et qui mériteraient d'avoir un abonnement plutôt que des mecs qui font du business maintenant avec tout. Voilà. Tu as le droit de faire du business, il n'y a pas de problème. Mais le club a le droit à un moment donné de dire non, 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 non. Il y a un nombre de… Les 2 virages, par exemple, c'est 3 abonnements par saison. Je rappelle qu'il n'y a que 20 matchs ou 25 matchs avec la Ligue des Champions au parc. Donc, c'est 3 fois dans l'année, vous avez le droit de revendre ou de donner. Après, c'est pas possible. Voilà, c'est pas un business. Surtout quand tu as une liste d'attente, comme il y a au parc. Hein. C'est-à-dire qu'encore à la limite, si tu étais tranquille, tu peux vendre des abonnements et tout, il n'y a pas de problème. Mais là, tu as une liste d'attente qui n'attend que ça. C'est inadmissible. Voilà. Et franchement, la dernière chose, c'est que moi, hier, franchement, ça m'a fait mal au cœur quand ils ont commencé à faire du bruit avec les fumigènes. J'étais à 2 doigts de me dire, mais est-ce que j'ai fait le déplacement à Haïfa ou quoi? Enfin, je suis pas au parc, je me suis trompé de stade, quoi. C'est pas possible. Tu as tout à fait, voilà, tous les deux, hein, vous avez tout à fait raison avant de clôturer, parce que je sens que Nicolas va s'évanouir, parce que j'entends d'ici son ventre gargouiller. Et non, je suis juste… je suis sur la défensive, quoi. Je me prépare à quitter l'écran au cas où si Yacine explose, tu vois. Je m'en méfie toujours, quoi. Donc c'est tout. Mais tu vois, non, mais l'histoire avec Anne Hidalgo, ils ont demandé effectivement plus de place. Tu vois. Mais moi, j'ai souvenir quand j'allais au parc dans les années 90, je me souviens qu'il y a des déplacements de supporters où le parquage visiteur, il était rempli à ras-bord. Vous savez gérer un parquage sans aucun problème. Tu es capable de gérer 2, 3, 4 000 supporters de l'équipe adverse sans souci. Donc, moi, ce qui me gêne dans ce qui s'est passé hier, encore une fois, c'est ce côté… on met les mecs un peu où on peut dans les tribunes juste à côté du parquage visiteur et puis on espère que ça va bien se passer avec les mecs qui seront présents et que quand on va leur expliquer qu'ils doivent dégager au bout de leur tribune parce que leur place habituelle n'est pas dispo, que ça se passe bien. Tu vois. Je trouve qu'hier, il y avait quand même Enfin, c'est prendre beaucoup de risques sur ce genre d'événement. Surtout que c'était encore une fois un match placé… Enfin, voilà, on se méfiait de ce match. Et heureusement, quelque part, que les supporters du Maccabi étaient malgré tout plutôt bon enfant, que les supporters du PSG présents, c'était pas des trop chauds. Encore une fois, ce genre d'organisation, et c'est même pas la faute des stadiers qui, pour le coup, je trouve qu'ils ont plutôt bien géré hier les stadiers en réussissant à faire une séparation entre les 2 blocs. Mais voilà, je parle même pas d'ambiance ou du fait de pouvoir se retrouver, de se sentir à l'extérieur sur le parc. Je trouve ça très dangereux quand même de faire ce genre de procédé. Et Ticket Place est vraiment responsable pour moi de cette aberration. Et voilà. Enfin, il y a eu assez de débordements dans les tribunes cette saison et on a vu quand même pas mal de problèmes là depuis un moment pour prendre ce genre de risque. Et j'avoue que je ne comprends pas trop
qu'est-ce qui se passe dans la tête des mecs qui organisent ce match au niveau billetterie pour se dire, bah tiens, on va dégager des mecs de Boulogne, on va les envoyer de l'autre côté de la tribune et à leur place, on va mettre des supporters adverses, quoi. Enfin, faut vraiment aimer prendre de risques pour pas grand-chose, quoi. Donc, assez étonné par rapport à ça, quoi. Après, pour le reste, l'ambiance, tout ça, écoute, moi, je trouve plutôt sympa que des supporters adverses viennent au parc et chantent. Pour le coup, ils n'ont pas trop entendu. En plus, les supporters du Maccabi, ils ont vite été éteints quand même. Je trouve que Auteuil, encore une fois, le collectif a encore été à la hauteur, mais voilà, c'était quand même, encore une fois, une situation un peu bizarre dans une tribune en France. Allez, on va clôturer juste pour finir, dire que évidemment c'est dans l'intérêt du PSG de faire revivre cette tribune parce que nous on l'a connu cette époque où il y avait des chants et Boulogne répondait à Auteuil et vice-versa. Les jeunes, parce qu'on est des boomers évidemment, donc vous les jeunes, vous n'avez pas connu cette ambiance-là, mais c'était juste incroyable. Et pourtant les deux tribunes ne pouvaient pas se voir, se détestaient, mais c'était juste magnifique à entendre. Il y a des matchs j'ai des souvenirs de matchs contre Marseille, des matchs de Coupe d'Europe, des matchs de Ligue des Champions. C'était juste incroyable. Le problème, c'est que le PSG, aujourd'hui, ne veut pas de supporters, ils veulent des consommateurs. Et que si tu fais une tribune d'ultra, les ultras, eux, ils vont pas à la boutique du PSG avant et après pour acheter le maillot, le survêtement, le mug, l'écharpe, les pantoufles et tout ce que tu veux. Eux, ils viennent, ils chantent, ils transpirent pour leur club et ensuite, ils rentrent manger un grec parce que c'est des gens du peuple et ils n'ont pas les moyens de finir sur les champs dans un restaurant 3 étoiles. Donc voilà, c'est dommage et j'ai peur que petit à petit, cette ambiance, elle meure parce qu'effectivement, le collectif Ultra Paris fait un travail incroyable, mais malheureusement, un seul virage, c'est pas suffisant parce que sur certains matchs de Ligue 1, parfois, on les entend chanter, c'est vrai, mais tout autour, c'est complètement mort et c'est affligeant. Un dernier mot, Yacine, parce que c'est moi, pour le coup, qui vais mourir de faim. Non. Parce que tu as parlé des chants, justement, et je voulais parler de cette anecdote, j'ai oublié, mais tu as bien fait d'en parler. Hier, à un moment donné, le CUP lance le fameux Allez Paris. Et en fait, à Boulogne, ça répond pas. Bah oui. Donc, mais au moins en championnat, ça répond un peu, tu vois. Hier, ça répond pas. C'est-à-dire que tu sais que la tribune Boulogne, sur ce coup-là, elle est carrément, il y a personne il n'y a pas de supporters du PSG, ou trop peu pour qu'on les entende, quoi. Mais c'était hallucinant. Eh ben écoute, ouais, t'as raison. Non, mais c'est pour ça qu'on voulait en parler. Alors, on a fait un peu plus de 2 heures, peut-être un record. Et encore une fois, merci à tous ceux qui étaient sur les lives. Vraiment, en moyenne, on était un peu plus de 200. Ouais. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup, Nico. Tu ne devais pas être là et puis finalement, tu es là avec ton super maillot du PSG. Merci encore, mon ami Nico. Merci évidemment à coach Yacine. On va se retrouver très vite. Il y a un match, samedi à 17h face à Troyes. On va essayer de faire, comme la dernière fois, un petit avant-match. C'était plutôt sympa. Comme ça, au moins, on pourra refaire un autre live. Donc, on fera sans doute peut-être un avant-match vendredi. On verra avec Yacine. Et puis, évidemment, on se retrouvera ensuite peut-être dimanche pour un autre live pour débriefer la rencontre face à Troyes. Merci encore. Merci à tous d'avoir été avec nous. Et puis, à très vite, à très bientôt. Ici, c'est Paris. Et puis, allez, Francfort. Ah bah, évidemment. Quand même. On compte sur vous, les amis. Hein, nos amis allemands, on compte sur vous. Allez, ciao. Salut. Ciao.